Est-ce que ça va faire mal? Sera-ce lent? Demanda la Vierge au millionnaire. Et à partir de ce moment, plus rien ne fut pareil. La pluie parisienne s'abattait sur les toits d'ardoise, transformant les Champs-Élysées en un ruban brillant sous les lumières de la ville. Élise Moreau rajusta nerveusement son nœud papillon, uniforme obligatoire pour les serveurs de la soirée caritative annuelle de la Fondation Devereux. À 23 ans, elle enchaînait les petits boulots pour financer ses études aux Beaux-Arts et ce soir représentait une aubaine, le triple du tarif horaire habituel. « Souris plus, Élise » chuchota Charlotte, sa colocataire qui lui avait dégoté ce job. « Les riches aiment qu'on ait l'air heureux de les servir. » Élise esquissa un sourire forcé, plateau en main. La salle de réception du Plaza Athénée resplendissait de lustres en cristal, reflétant la lumière sur les robes de haute couture et les smokings impeccables. Un monde à des années-lumière de son appartement de 30 mètres dans le 18e arrondissement. « N'oubliez pas », rappela le maître d'hôtel aux serveurs rassemblés, « ce soir nous servons la crème de Paris, discrétion et efficacité. » Élise se faufila entre les convives, proposant des flûtes de champagne millésimées. Son regard s'attarda sur une peinture accrochée au mur, une toile de Monet, authentique, pas une reproduction comme celle épinglée dans sa chambre. « Vous appréciez l'impressionnisme » La voix grave la fit sursauter. Élise se retourna pour faire face à un homme d'une trentaine d'années, grand, aux cheveux châtains légèrement décoiffés. Contrairement aux autres hommes en smoking noir classique, il portait un costume bleu nuit qui soulignait ses yeux clairs. Il ne ressemblait pas aux autres invités qui l'ignoraient superbement. « Excusez-moi, monsieur, je ne faisais que admirer Monet, comme moi, » compléta-t-il avec un sourire qui creusa une fossette sur sa joue gauche. « Je préfère sa période à Giverny, quand il peignait son jardin. Et vous » Élise hésita. Les instructions étaient claires, servir et rester invisible. « J'aime ces paysages urbains, surtout ces vues de Paris, » répondit-elle finalement à voix basse. À la façon dont il capture la lumière à travers la brume, un groupe de convives réclama du champagne, interrompant leur échange. Élise s'éclipsa, mais sentit le regard de l'homme la suivre. Plus tard dans la soirée, l'organisatrice annonça le clou de l'événement. Une collecte pour financer la vaccination d'enfants dans des pays défavorisés. Chaque don était accompagné d'une démonstration de solidarité, une piqûre symbolique effectuée par des infirmières présentes. Élise observait la scène quand elle remarqua l'homme au costume bleu, assis seul à une table. Il fixait l'estrade avec une expression indéchiffrable, tambourinant des doigts sur la nappe. Poussée par une curiosité qu'elle ne s'expliquait pas, elle s'approcha. « Vous n'allez pas participer, monsieur ?» Il sursauta légèrement. « Je déteste les aiguilles depuis l'enfance », avoua-t-il avec un sourire embarrassé. Ridicule pour un homme adulte, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose de désarmant dans cette confession. « Pas du tout », répondit Élise. « Chacun ses peurs. Moi, c'est le vide. » Elle ne savait pas pourquoi elle lui confiait cela. Il la regarda avec une intensité troublante. « Je m'appelle Mathieu », dit-il simplement, sans ajouter de nom de famille. « Élise. Élise », répéta-t-il comme s'il goûtait chaque syllabe. « Dites-moi, Élise qui aime Monet et craint le vide. Ça va faire mal, ce sera lent. » Elle comprit qu'il parlait de la piqûre symbolique. Sa vulnérabilité la toucha. « Un petit pincement, 3 secondes tout au plus, » répondit-elle avec douceur. « Je peux vous accompagner si vous voulez. » Les mots avaient franchi ses lèvres avant qu'elle ne puisse les retenir. C'était déplacé, imprudent même. Mathieu la dévisagea, surpris. Puis son visage s'illumina d'un sourire. « J'accepte volontiers. » Ce soir-là, aucun d'eux ne pouvait imaginer comment cette simple question « ça va faire mal, ce sera lent » allait faire basculer leurs existences. 3 jours s'étaient écoulés depuis la soirée caritative et Élise ne parvenait pas à chasser Mathieu de ses pensées. Ce bref échange avait laissé une empreinte tenace, mais elle se répétait que les contes de fées n'existaient pas, surtout entre une étudiante fauchée et un homme qui fréquentait le Plaza Athénée. L'atelier de peinture des Beaux-Arts résonnait du bruit des pinceaux et des conversations. Élise travaillait sur une toile représentant Paris sous la pluie, inspirée de la soirée au Plaza. « Tu es dans la lune depuis lundi », remarqua Léo, son ami d'enfance, en observant son travail. « Tu as mis trop de bleu. On dirait que ton Paris se noie. »« C'est peut-être l'effet recherché », répliqua-t-elle, appliquant une touche de blanc pour créer un reflet de lumière sur l'asphalte mouillé. Son téléphone vibra. « Charlotte. Élise, tu ne devineras jamais. La Fondation Devereux nous réengage pour un événement ce soir. Une urgence. Leur personnel habituel est tombé malade. Double tarif.
1 heure plus tard, Élise franchissait l'entrée de service d'un hôtel particulier dans le 7e arrondissement. Pas le plaza cette fois, mais une demeure privée aux proportions imposantes, donnant sur l'esplanade des Invalides. « C'est la résidence des Devereux », expliqua Charlotte en enfilant sa veste de service. Mathieu Devereux, l'héritier, fête ses 35 ans. Apparemment, c'était imprévu, un caprice de dernière minute. Élise s'immobilisa. Mathieu Devereux? Oui, le patron de la fondation. Celui qui possède la moitié des immeubles haussmanniens de Paris, selon les rumeurs. Pourquoi? Pour rien, murmura Élise, le cœur battant. La réception était plus intime que la soirée caritative. Une 50aine d'invités, tout au plus. Élise scrutait discrètement chaque visage, jusqu'à ce qu'elle l'aperçoive enfin, au centre d'un groupe. Mathieu, dans un costume gris anthracite cette fois, écoutait poliment une femme élégante d'âge mûr. Son expression trahissait un ennui poli. Leurs regards se croisèrent. La surprise passa sur son visage, suivie d'un sourire. Il s'excusa auprès de son interlocutrice et se dirigea vers Élise. « La fille qui aime Monet, dit-il. Quelle coïncidence. »« Pas vraiment, répondit Élise, gênée. Je travaille pour le traiteur. » Une ombre passa sur le visage de Mathieu. « Bien sûr. » Un silence inconfortable s'installa. « Joyeux anniversaire, ajouta-t-elle maladroitement. « Merci, bien que ce soit davantage l'idée de ma mère que la mienne. » Mathieu, une voix autoritaire les interrompit. Une femme d'une 60aine d'années, au chignon impeccable et au tailleur Chanel, s'approchait. « Le ministre est arrivé, viens le saluer. » Son regard glacial se posa sur Élise. « Les serveurs ne sont pas censés bavarder avec les invités. »« Mère, je vous présente Élise, » dit Mathieu, une note de défi dans la voix. « Elle m'a sauvé d'une piqûre traumatisante lors de la soirée de la Fondation. » Madame Devereux examina Élise comme un entomologiste étudierait un insecte. « Charmant, » dit-elle sans conviction. « Maintenant le ministre. »« 1 minute, » insista Mathieu. Se tournant vers Élise, « Pourriez-vous m'apporter un gin tonic au bar? J'aimerais poursuivre notre conversation sur Monet. » Avant qu'Élise puisse répondre, il glissa discrètement une carte de visite dans sa main et suivit sa mère. Plus tard, servant des petits fours, Élise surprit une conversation entre Madame Devereux et une autre femme. « Claire est parfaite pour lui, » disait Madame Devereux. « Son père siège au conseil d'administration de 3 de nos sociétés. Cette alliance renforcerait notre position. »« Et qu'en pense Mathieu ?» demanda l'autre femme. « Mathieu finira par comprendre où est son intérêt. Le mariage n'est pas une question de sentiment, mais de stratégie. » Élise s'éloigna, troublée. Dans sa poche, la carte de visite de Mathieu semblait brûlée. Y était inscrit un numéro de téléphone et un mot manuscrit, pour parler d'impressionnisme, ou d'autre chose. À la fin de la soirée, alors qu'Élise quittait l'hôtel particulier, une berline noire s'arrêta à sa hauteur. La vitre s'abaissa, révélant Mathieu. « Je peux vous déposer quelque part ?»« Non, merci. J'habite loin et... »« S'il vous plaît, » insista-t-il. « J'aimerais m'excuser pour le comportement de ma mère. » Quelque chose dans son regard la convainquit. Elle monta. « Où habitez-vous » demanda-t-il. « Rue Marcadet, dans le 18e. » Il donna l'adresse au chauffeur, puis se tourna vers elle. « Pourquoi n'avez-vous pas utilisé mon numéro ?»« Je ne l'ai vu qu'après, » mentit-elle. La vérité était qu'elle avait eu peur, peur de ce monde qui n'était pas le sien, peur de n'être qu'une distraction passagère pour un homme comme lui. « Écoutez, » dit Mathieu en passant une main dans ses cheveux, « je ne suis pas doué pour ça, mais j'aimerais vous revoir. Pas dans un contexte où vous servez des gens comme ma mère. Des gens comme vous voulez dire. Je ne suis pas comme eux, » répliqua-t-il vivement. Enfin, pas entièrement. La voiture s'engageait sur le boulevard de Rochechouart, un autre monde. Élise observait Mathieu, si manifestement déplacé dans ce quartier populaire. « Un café » proposa-t-elle finalement. « Demain, mais ici, dans mon quartier. Si vous voulez me connaître, il faut connaître mon monde. » Mathieu sourit, la fossette réapparaissant sur sa joue. « Demain, 15 heures ? D'accord. » La voiture s'arrêta devant un immeuble ancien. « Bonne nuit, Élise, » dit-il doucement. « Bonne nuit, Mathieu Devereux. » Elle sortit de la voiture, consciente qu'elle venait peut-être de commettre la plus grande erreur de sa vie ou de prendre la décision la plus audacieuse. Le Café des Artistes, au coin de la rue Marcadet, n'avait rien du luxe du Plaza Athénée. Ses tables en formica, ses chaises dépareillées et ses murs couverts de croquis offerts par des habitués des beaux-arts constituaient tout son charme. Élise, arrivée délibérément en avance, s'était installée près de la fenêtre, croquant distraitement la scène de rue dans son carnet. Il était 15h12 quand Mathieu poussa la porte.
Il avait troqué ses costumes élégants contre un jean et un pull en cachemire gris, une tenue décontractée qui avait probablement coûté plus cher que le loyer mensuel d'Élise. Il semblait nerveux, scrutant l'intérieur du café avant de l'apercevoir. « Désolé pour le retard », dit-il en s'asseyant face à elle. « J'ai tourné en rond avant de trouver une place. »« Tu es venu en voiture ?» demanda Élise, surprise. Elle était passée naturellement au tutoiement. « Le métro aurait été plus simple, » admit-il avec un sourire penaud. « Mais Henri, mon chauffeur depuis 15 ans, aurait été vexé. » Élise referma son carnet. « Alors, qu'est-ce que ça fait d'être un devreux dans un café du 18e ?»« Libérateur, » répondit-il sans hésitation. « Personne ne me regarde en calculant ce que je peux lui apporter. » Le serveur s'approcha, un homme d'une 50aine d'années au tablier taché. « Comme d'habitude, Élise ?» demanda-t-il avant de jeter un regard curieux à Mathieu. « Oui, merci Marcel. Et mon ami prendra... » « Un café, simple, » compléta Mathieu. Marcel s'éloigna, non sans lancer un dernier regard intrigué. « Tu es une habituée, » constata Mathieu. « Je viens dessiner ici presque tous les jours. C'est mon observatoire de la vie parisienne. » Elle tapota son carnet. « Et toi, quels sont tes refuges ?» La question sembla le déstabiliser. « Je n'en ai pas vraiment. Entre la fondation, les conseils d'administration, les obligations sociales, pas de passion secrète, pas d'endroit où tu n'es que Mathieu, sans le nom d'œuvreux attaché ?» Il réfléchit un instant. « Il y a bien cette librairie ancienne près de Saint-Germain-des-Prés. J'y passe parfois des heures, à feuilleter des éditions originales que personne n'achète jamais. Voilà qui est déjà plus intéressant que héritier de l'Empire de Vereux, » sourit Élise. Marcel revint avec 2 cafés et un morceau de tarte aux pommes pour Élise. « Alors, » reprit-elle après avoir pris une gorgée, « pourquoi m'avoir invité ? Je ne corresponds pas exactement au profil des femmes qui gravitent autour de toi. »« C'est précisément pour ça, » répondit-il sans détour. « Tu m'as regardé comme si j'étais juste un homme qui a peur des aiguilles, pas comme l'héritier qu'il faut séduire ou le nom qu'il faut ajouter à son carnet d'adresses. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. Et puis il y a eu cette question, mais ça va faire mal, ce sera lent, qui m'a rappelé que j'étais encore capable de ressentir quelque chose d'authentique, de la vraie vulnérabilité. Élise sentit ses joues s'empourprer. Je pensais simplement à la piqûre. « Je sais, » sourit-il. « C'est ce qui rend ce moment si particulier. Tu ne jouais pas. » Ils passèrent 2 heures à discuter, découvrant leurs mondes respectifs. Mathieu évoqua son enfance dans les grandes propriétés familiales, les attentes écrasantes de sa mère, ses études à HEC puis à Harvard. Élise parla de son père professeur de littérature décédé trop tôt, de sa mère infirmière à Lyon, de sa passion précoce pour le dessin et des petits boulots qui finançaient son rêve artistique. « Montre-moi » demanda soudain Mathieu, désignant le carnet d'Élise. Elle hésita, puis le lui tendit. Il tourna les pages avec précaution, s'arrêtant sur chaque esquisse, scènes de rue, portraits de passants, paysages urbains. « Tu as un vrai talent » murmura-t-il, s'attardant sur un dessin représentant une vieille dame nourrissant des pigeons. « Tu captures quelque chose d'essentiel. » « Ce n'est pas ce que pensent mes professeurs, » soupira-t-elle. « Trop classique, pas assez conceptuel. »« L'art n'est pas censé être validé par des institutions, » répondit-il avec conviction. « C'est une expression personnelle. » Il s'arrêta sur la dernière page, un portrait de lui esquissé de mémoire. « Tu m'as dessiné, » constata-t-il, visiblement ému. « Désolé, c'est un réflexe, » s'excusa-t-elle en reprenant vivement le carnet. « Je dessine souvent les visages qui m'ont marqué. » Un silence chargé s'installa entre eux. Marcel s'approcha pour débarrasser leur tasse. « On ferme dans 20 minutes, Élise, » prévint-il gentiment. Mathieu consulta sa montre, surpris. « Je n'avais pas vu le temps passer. »« Moi non plus, » admit-elle. Ils sortirent dans la fraîcheur du soir parisien. La berline noire attendait, discrète, à quelques mètres. « Je peux te raccompagner, » proposa Mathieu. « J'habite à 2 rues d'ici, » répondit Élise. « Mais je pourrais te montrer mon quartier avant, si tu veux. » Ils renvoyèrent en la voiture et marchèrent côte à côte dans les rues animées de Montmartre. Élise lui fit découvrir ses endroits préférés, la petite place où des musiciens se produisaient, l'atelier d'un vieux relieur qui restaurait des livres anciens, la boulangerie qui faisait les meilleurs pains au chocolat de Paris. Devant la porte de son immeuble, ils s'arrêtèrent, hésitants. « J'ai passé une soirée différente, » dit Mathieu, « meilleure que toutes les réceptions où ma mère m'a traîné ces dernières années. »« Moi aussi, » sourit Élise. « Même si je n'ai jamais été invité à ces fameuses réceptions. »« Tu n'as rien manqué, » assura-t-il. «
Juste des conversations sur des actions qui montent et des mariages stratégiques. À la mention de mariage, le visage d'Élise se ferma légèrement, se rappelant la conversation surprise entre Madame Devreux et son ami. « Tout va bien ?» s'inquiéta-t-il. « Oui, c'est juste. J'ai entendu ta mère parler d'une certaine Claire qui serait parfaite pour toi. » Mathieu soupira profondément. Claire Beaumont, fille d'un industriel, diplômée de Sciences Po parfaitement intégrée dans notre milieu, le fantasme matrimonial de ma mère depuis des années. Et pour toi, qu'est-ce qu'elle représente? Une amie d'enfance, rien de plus. Il plongea son regard dans celui d'Élise. Ma mère a toujours voulu contrôler ma vie, mais j'ai 35 ans maintenant, et je commence à comprendre que certaines décisions n'appartiennent qu'à moi. Ils se tenaient si près l'un de l'autre qu'Élise pouvait sentir son parfum discret. « Je voudrais te revoir », murmura-t-il. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, » répondit-elle, même si tout son être affirmait le contraire. Nos mondes sont tellement différents. Peut-être que c'est justement ce dont nous avons besoin tous les deux, quelque chose de différent. Mathieu se pencha lentement vers elle. Élise savait qu'elle devrait reculer, mais resta immobile. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, presque timide, qui s'approfondit lorsqu'elle passa ses mains autour de son cou. Lorsqu'ils se séparèrent, Élise sentit que quelque chose avait irrémédiablement changé dans sa vie. « À bientôt ?» demanda-t-il, une incertitude touchante dans la voix. « À bientôt », confirma-t-elle. Il attendit qu'elle entre dans l'immeuble avant de s'éloigner. Élise monta les 4 étages jusqu'à son appartement, le cœur battant, les lèvres encore brûlantes de leur baiser. Charlotte, affalée sur le canapé, leva les yeux de son ordinateur. « Tu rentres tard », remarqua-t-elle. « Ta sortie avec le millionnaire s'est bien passée ?»« C'était intéressant », répondit Élise, incapable de trouver un mot plus approprié. « Intéressant », répéta Charlotte, avec un sourire malicieux. « Élise Moreau, tu rougis. Raconte-moi tout. » Mais Élise n'était pas sûre de pouvoir mettre des mots sur ce qu'elle ressentait, cette sensation d'être au bord d'un précipice, à la fois terrifiée et irrésistiblement attirée par le vide. Le mois qui suivit fut comme un rêve éveillé pour Élise. Mathieu et elle se voyaient presque quotidiennement, explorant Paris comme 2 touristes, lui redécouvrant sa ville natale à travers les yeux d'une artiste, elle s'aventurant parfois dans des lieux qu'elle n'aurait jamais osé fréquenter seule. Ils évitaient soigneusement les endroits où Mathieu pourrait être reconnu, préférant les cafés anonymes, les galeries confidentielles, les parcs publics. Il se présentait toujours simplement comme Mathieu, sans jamais mentionner son nom de famille. Ce matin-là, allongée sur son lit étroit, Élise contemplait le plafond écaillé de son appartement. Sur sa table de chevet, son téléphone vibra. Un message de Mathieu. « Retrouve-moi à 14 heures devant le musée de l'Orangerie. J'ai une surprise pour toi. » Elle sourit. C'était typique de lui. Ses invitations mystérieuses, ses découvertes partagées. Charlotte surgit dans l'encadrement de la porte, une tasse de café à la main. « Encore un message de ton prince charmant ?» demanda-t-elle avec un sourire taquin. « Tu réalises que ça fait 1 mois que vous vous voyez presque tous les jours ?»« Je sais, » soupira Élise. « C'est à la fois merveilleux et terrifiant. »« Terrifiant ?» Charlotte s'assit au bord du lit. « Il est gentil, beau, cultivé et riche. Où est le problème ? » « Le problème, c'est que je ne suis pas de son monde, et que sa famille, notamment sa mère, fera tout pour me le rappeler dès qu'elle apprendra mon existence. Tu dramatises. On n'est plus au 19e siècle. Tu n'as pas vu comment sa mère me regardait à cette soirée, répliqua Élise, comme si j'étais une poussière sur son tailleur Chanel. Charlotte haussa les épaules. L'important, c'est ce que lui pense, non ? Élise ne répondit pas. Elle n'avait pas encore parlé à Charlotte de Claire Beaumont, cette femme que Madame Devreux destinait à son fils, ni des appels fréquents que Mathieu recevait de sa mère pendant leurs rendez-vous, auxquels il répondait évasivement. À 14 heures précises, Élise attendait devant le musée de l'Orangerie. Mathieu arriva quelques minutes plus tard, l'air préoccupé. « Tout va bien ?» s'enquit-elle après qu'il l'eut embrassée. « Oui, juste des complications au travail », répondit-il vaguement. « Viens, entrons. » Contrairement à leur habitude d'éviter les lieux trop fréquentés, le musée était bondé de touristes. Pourtant, Mathieu semblait déterminé. Il la guida jusqu'au célèbre nymphéa de Monet. « Ferme les yeux », murmura-t-il. Elle obtempéra. Il la fit pivoter légèrement, puis chuchota. « Maintenant, ouvre-les. » Face à elle, se dressait non pas le tableau, mais un gardien du musée tenant une petite enveloppe. « Mademoiselle Moreau ?» demanda l'homme. Perplexe, elle acquiesça.
Le gardien lui tendit l'enveloppe avec un sourire complice, puis s'éclipsa. « Qu'est-ce que… » commença-t-elle. « Ouvre !» encouragea Mathieu, visiblement nerveux. À l'intérieur se trouvait une clé accompagnée d'une note manuscrite, pour voir monnaie sous un autre jour. « M. Je ne comprends pas, avoua-t-elle. Il prit sa main. « Suis-moi. » Ils quittèrent le musée et marchèrent jusqu'à un immeuble haussmannien de la rue de Rivoli. Mathieu l'invita à utiliser la clé sur la porte d'entrée, puis la guida jusqu'au 3e étage. « C'est ici », dit-il devant une porte ornée d'une plaque en laiton indiquant simplement « Atelier ». Élise déverrouilla la porte avec appréhension. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle, un vaste loft baigné de lumière naturelle, avec d'immenses fenêtres donnant sur le jardin des Tuileries. L'espace était aménagé en atelier d'artiste, avec des chevalets, une grande table à dessin, des étagères remplies de matériel de peinture de qualité professionnelle. Et sur le mur du fond, encadré avec soin, trônait un authentique croquis de Monet. « Mathieu !» murmura-t-elle, incapable d'en dire plus. « C'est pour toi !» dit-il simplement. « Un espace où tu pourras travailler, créer, sans les contraintes de ton petit appartement. J'ai pensé que tu pourrais y venir quand tu veux. La lumière y est parfaite, surtout en fin d'après-midi. » Élise restait muette, parcourant l'espace du regard, touchant du bout des doigts les pinceaux, les tubes de peinture, tous de marques qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir. « Tu as acheté tout ça pour moi ?» L'appartement appartenait déjà à ma famille, expliqua-t-il. Il était inoccupé. Quant au matériel, je voulais que tu aies tout ce dont tu as besoin pour exprimer ton talent. Elle se tourna vers lui, le visage grave. Je ne peux pas accepter. Pourquoi? La déception était palpable dans sa voix. C'est trop, Mathieu, beaucoup trop. Je ne veux pas être entretenu. Il fronça les sourcils. Ce n'est pas ce que je propose. C'est juste un espace de travail, un cadeau pour t'aider à développer ton art. Un cadeau que je ne pourrai jamais te rendre, insista-t-elle. Que pourrais-je t'offrir en retour? Des croquis sur un carnet à spirale? Je ne demande rien en retour, répondit-il, blessé. Est-ce si difficile à croire que je veuille simplement te faire plaisir? Élise s'approcha de la fenêtre, contemplant la vue imprenable sur Paris. Tu ne comprends pas, dit-elle doucement. Dans ton monde, ces gestes sont peut-être anodins. Dans le mien, ils créent un déséquilibre. Quel déséquilibre? S'impatienta-t-il. Je partage ce que j'ai avec quelqu'un qui compte pour moi. Et demain? Dans 1 mois? Dans 1 an? Si nous nous séparons, je devrais rendre la clé, abandonner cet espace qui sera devenu le mien? Ou pire, me sentir obligé de rester avec toi par gratitude? Le visage de Mathieu se décomposa. Tu envisages déjà notre séparation? J'envisage la réalité, Mathieu, s'exclama-t-elle plus vivement qu'elle ne l'aurait voulu. Nous vivons dans une bulle depuis 1 mois, mais la vraie vie finira par nous rattraper. Il s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. Élise, je tiens à toi, profondément. Je voulais juste te faire un cadeau qui ait du sens, qui corresponde à ta passion. Elle sentit sa résolution vaciller devant sa sincérité. Je sais, et ça me touche énormément. Mais accepter cet atelier, ce serait comme franchir une étape que je ne suis pas sûr d'être prête à franchir. Ils restèrent silencieux un moment, leurs mains toujours enlacées, le soleil déclinant projetant des ombres allongées à travers les grandes fenêtres. Le téléphone de Mathieu rompit ce moment. Il regarda l'écran et grimaça. « Ta mère ?» devina Élise. Il hocha la tête. « Je devrais répondre. »« Vas-y. » Il s'éloigna vers l'entrée pour prendre l'appel. Élise ne pouvait entendre que des bribes de conversation. « Non, mère. Impossible aujourd'hui. Je sais que les Beaumont. Non, je ne peux pas. » Lorsqu'il revint, son visage s'était assombri. « Un problème ?» demanda Élise, même si elle devinait déjà la réponse. « Ma mère organise un dîner ce soir, avec les Beaumont. Elle insiste pour que je sois présent. Claire sera là ?» La question était inutile. « Oui, » admit-il. « Mais ça ne signifie rien, Élise. C'est juste un dîner d'affaires. »« Bien sûr, » répondit-elle, tentant de masquer sa déception. « Tu devrais y aller. Je peux refuser. » Et alimenter les soupçons de ta mère, ce n'est pas le moment. Il hésita. Tu as raison, mais je n'ai pas envie de te quitter comme ça, au milieu d'une discussion. Ce n'était pas une dispute, le rassura-t-elle avec un faible sourire. Juste une mise au point nécessaire. Va à ton dîner, on en reparlera demain. Mathieu s'approcha et l'embrassa tendrement. Je te promets que ce n'est qu'un dîner sans importance. Je te crois, dit-elle, espérant que sa voix ne trahissait pas son incertitude. Après son départ, Élise resta seule dans l'atelier somptueux, contemplant ce qui aurait pu être son espace de création.
Elle s'approcha du croquis de Monet, admirant les traits rapides mais précis du maître impressionniste. Son téléphone vibra. Un message de Charlotte. Alors, c'était quoi cette surprise? Élise ne répondit pas immédiatement. Comment expliquer à son amie qu'elle venait de refuser ce qui ressemblait à un rêve? Et comment ignorer cette petite voix qui lui soufflait qu'en ce moment même, Mathieu s'apprêtait à dîner avec la femme que sa famille avait choisie pour lui? Elle ferma soigneusement l'atelier, glissant la clé dans sa poche. En descendant l'escalier, elle se demanda si elle n'avait pas commis une erreur, non pas en refusant le cadeau de Mathieu, mais en laissant son cœur s'attacher à un homme dont le monde était si éloigné du sien. Dans la rue, la pluie commençait à tomber sur Paris, comme pour faire écho à la confusion qui régnait dans son esprit. Ce soir-là, l'appartement d'Élise semblait plus petit, plus étouffant que jamais. Elle tournait en rond, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. La clé de l'atelier posée sur sa table de nuit semblait la narguer. Alors, cette surprise, insista Charlotte en entrant dans la chambre, intriguée par le mutisme inhabituel de son amie. Élise hésita, puis céda. Il m'a offert un atelier, rue de Rivoli avec vue sur les Tuileries, entièrement équipé avec du matériel professionnel et même un croquis original de Monet. Charlotte écarquilla les yeux. Mon Dieu! Et tu as dit quoi? Que je ne pouvais pas accepter. Tu as perdu la tête? S'exclama Charlotte, s'asseyant lourdement sur le lit. Un atelier à Rivoli. Tu sais combien ça vaut? Justement, soupira Élise, c'est trop, beaucoup trop. Ce n'est pas trop pour lui, argumenta Charlotte. C'est comme si tu lui offrais un café. Ce type est riche à millions, Élise. C'est bien le problème, murmura-t-elle. Et maintenant, il est à un dîner avec la fille que sa mère veut lui voir épouser. Charlotte se radoucit. Tu as peur qu'il te compare à elle? Non, enfin, peut-être. Élise s'assit à côté de son amie. Je ne sais plus, Charlotte. Tout va trop vite, trop fort. Il vit dans un monde où offrir un atelier d'artiste est un geste normal. Comment puis-je rivaliser avec ça? L'amour n'est pas une compétition, Élise. Dans son milieu, si, répliqua-t-elle amèrement. Tu n'as pas vu comment sa mère orchestrait tout, comment elle parlait de stratégie matrimoniale? Charlotte réfléchit un instant. Tu sais ce que tu devrais faire? Aller à cet atelier, maintenant. Voir si ça pourrait vraiment te convenir sans Mathieu à côté qui attend ton approbation. L'idée était tentante. Tu crois? Absolument. Prends du recul. Évalue ce cadeau pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il représente. 1 heure plus tard, Élise se retrouvait de nouveau dans l'atelier silencieux. Les lumières de Paris scintillaient au-delà des fenêtres, créant une atmosphère presque magique. Elle alluma quelques lampes, découvrant l'espace sous un nouvel angle. Les chevalets étaient de la meilleure qualité, les pinceaux en poils naturels, les peintures des marques prestigieuses. Sur une petite table, elle découvrit un livre, une édition rare sur les techniques impressionnistes, avec une dédicace manuscrite « Pour voir le monde comme tu le vois, M ». Son cœur se serra. L'attention derrière chaque détail de ce cadeau était évidente. Ce n'était pas une démonstration de richesse, mais une véritable compréhension de sa passion. Presque malgré elle, Élise saisit un fusain et s'installa devant un chevalet. Le papier vierge l'appelait. Elle commença à dessiner, laissant ses émotions guider sa main. 2 heures s'écoulèrent, sans qu'elle s'en aperçoive. Sur le papier se dessinait maintenant le portrait de Mathieu. Non pas le Mathieu deveureux des réceptions mondaines, mais celui qui avait peur des aiguilles, qui s'émerveillait devant ses croquis, qui l'embrassait sous la pluie. Le bruit d'une clé dans la serrure la fit sursauter. La porte s'ouvrit sur Mathieu trempé par la pluie, l'air exténué. « Élise » dit-il surpris. « Je ne pensais pas te trouver ici. Je voulais voir l'atelier, seule, » expliqua-t-elle, gênée d'avoir été surprise. « Et ton dîner ?»« Insupportable, » soupira-t-il en ôtant son manteau mouillé. « Je suis parti dès que j'ai pu. » Il s'approcha du chevalet et observa le portrait. « C'est moi, » constata-t-il doucement. « Désolé, » dit-elle automatiquement. « Je ne voulais pas... » « Ne t'excuse pas, » l'interrompit-il. « C'est troublant de se voir à travers tes yeux. » Un silence s'installa, moins tendu que leur précédente conversation. « J'ai réfléchi, » commença Élise. « Peut-être que je pourrais utiliser cet atelier, occasionnellement, comme un espace de travail, rien de plus. » Le visage de Mathieu s'éclaira. « Vraiment? Oui, mais à mes conditions. Lesquelles? Je garde mon appartement. Je continue mes petits boulots. Et je veux participer aux frais. Même symboliquement. » Il allait protester, mais se ravisa. « D'accord, si c'est important pour toi. »« Ça l'est, » confirma-t-elle. « Je dois garder mon indépendance, Mathieu. C'est essentiel.
Il acquiesça lentement. Je comprends, et j'admire ça, tu sais. Cette intégrité. Il s'approcha d'elle, hésitant. À propos de ce soir, le dîner avec Claire? Oui, ma mère a été directe. Elle a pratiquement annoncé nos fiançailles. Élise sentit son estomac se nouer. Et j'ai dit non, répondit-il fermement. Clairement devant tout le monde. J'ai dit que je ne laisserai plus personne décider de ma vie. Comment l'a-t-elle pris? Mal, grimaça-t-il. Elle a parlé d'héritage, de responsabilité familiale, de l'avenir de l'entreprise. Le discours habituel. Et Claire? Claire. Il hésita. Elle a semblé soulagée, en fait. Je crois qu'elle subissait la même pression que moi. Élise digéra cette information. Et maintenant? Maintenant, ma mère veut te rencontrer, officiellement. Son cœur manqua un battement. Quoi? Pourquoi? Parce que j'ai mentionné qu'il y avait quelqu'un dans ma vie. Quelqu'un d'important. Important. Le mot résonnait étrangement aux oreilles d'Élise. Je ne suis pas prête pour ça, avoua-t-elle. Affronter ta mère, ton monde. Tu n'auras pas à l'affronter seul, promit-il en prenant ses mains. Je serai là, et ce ne sera pas au manoir familial, mais dans un terrain neutre, un restaurant. Quand? Dimanche midi. Elle a insisté. 4 jours. 4 jours pour se préparer à rencontrer Hélène Devreux, la femme qu'il avait regardée comme une intruse lors de cette soirée d'anniversaire. D'accord, accepta-t-elle finalement. Mais ne t'attends pas à ce qu'elle m'apprécie. Je ne lui demande pas de t'apprécier, sourit Mathieu, seulement de te respecter. Il l'attira contre lui, l'embrassant tendrement. Merci d'être revenu ici, murmura-t-il. Ça signifie beaucoup pour moi. Élise se blottit contre lui, savourant ce moment de calme avant la tempête qu'elle pressentait. Le dimanche arriva trop vite. Élise avait passé des heures à se préparer, optant finalement pour une robe simple mais élégante qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. Dépense qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre, mais qu'elle jugeait nécessaire. Le restaurant choisi, un établissement étoilé près des Champs-Élysées, l'intimidait déjà. Mathieu l'attendait à l'entrée, nerveux mais souriant. « Tu es magnifique », dit-il, en l'embrassant sur la joue. « Je suis terrifié », avoua-t-elle. « Ne le sois pas. Reste toi-même. » Ils entrèrent dans le restaurant aux lustres étincelants et aux nappes immaculées. Hélène Devreux était déjà installée, scrutant la salle avec l'assurance de celle qui se sait observée. Son tailleur gris perle criait le luxe discret. Ses bijoux valaient probablement plus que tout ce qu'Élise avait jamais possédé. « Mère », salua Mathieu en s'approchant de la table. « Je vous présente Élise Moreau. » Hélène Devreux se leva, évaluant Élise de la tête aux pieds sans chercher à dissimuler son examen. « Mademoiselle Moreau, » dit-elle en tendant une main aux ongles parfaitement manucurés. « Mathieu m'a beaucoup parlé de vous. »« Madame Devreux, » répondit Élise, serrant la main offerte avec plus de fermeté qu'elle ne l'aurait cru. « C'est un plaisir de vous rencontrer, officiellement. » Ils s'assirent et un serveur apparut immédiatement pour leur proposer des apéritifs. Hélène commanda du champagne sans consulter personne. « Alors, mademoiselle Moreau, » commença-t-elle une fois le serveur parti, « Mathieu me dit que vous êtes artiste. »« Étudiante aux Beaux-Arts, » précisa Élise. « Et quelle est votre spécialité ?» Le ton suggérait qu'elle ne considérait pas l'art comme une véritable profession. « Le dessin et la peinture, principalement. Je m'intéresse à la représentation de la vie quotidienne parisienne. »« Comme c'est charmant !» commenta Hélène avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et comment envisagez-vous votre avenir professionnel ?» Mathieu intervint. « Élise a un talent remarquable, mère. Vous devriez voir ses œuvres. »« J'en suis certaine, » répliqua Hélène sans quitter Élise des yeux. « Mais je m'interroge sur la viabilité économique d'une telle carrière. »« Je ne me fais pas d'illusions, » répondit Élise avec calme. « Le monde de l'art est difficile. C'est pourquoi je travaille parallèlement dans la restauration et j'envisage d'enseigner après mon diplôme. » Le champagne arriva, créant une brève diversion. Hélène leva son verre. « À notre rencontre, » dit-elle avec une cordialité forcée. Ils trinquèrent, et le serveur vint prendre leur commande. Hélène choisit sans hésitation. Mathieu fit de même. Élise, confrontée à une carte sans prix, mauvais signe, opta pour ce qui semblait être l'option la plus simple. « Vous vivez dans le 18e arrondissement, je crois, » reprit Hélène après le départ du serveur. « En effet, un quartier pittoresque. » Le mot sonnait comme une insulte. « Vivant », corrigea Élise, « et authentique. Mathieu m'a dit qu'il vous avait offert un atelier près des Tuileries. »« C'est exact, » confirma Élise, surprise que Mathieu ait mentionné ce détail à sa mère. Un cadeau très généreux. « Généreux, en effet » acquiesça Hélène.
Savez-vous que cet appartement fait partie du patrimoine familial depuis 3 générations? Élise jeta un regard à Mathieu qui semblait mal à l'aise. Non, je l'ignorais. Il appartenait à mon grand-père, qui le réservait à ses protégés artistiques. Le sous-entendu était clair. Élise sentit la colère monter en elle. Mère, intervint sèchement Mathieu, ce n'est pas approprié. Je pose simplement le contexte historique, se défendit Hélène avec un sourire glacial. Après tout, mademoiselle Moreau s'intéresse à l'art et à l'histoire, n'est-ce pas? Élise prit une profonde inspiration. Madame Devreux, je comprends vos inquiétudes. Votre fils est un homme important, héritier d'un patrimoine considérable. Je ne suis qu'une étudiante sans fortune ni relation, mais si vous cherchez à m'intimider ou à me faire sentir comme une protégée, vous perdez votre temps. Un silence pesant s'installa. Mathieu regardait Élise avec un mélange de surprise et d'admiration. Vous avez du caractère, concéda finalement Hélène. C'est inattendu. Les entrées arrivèrent, offrant un moment de répit. Élise se concentra sur son assiette, évitant le regard perçant d'Hélène. « Puis-je vous demander, mademoiselle Moreau, reprit Hélène après quelques bouchées, quelles sont vos intentions envers mon fils? Mère, s'exclama Mathieu, choqué. C'est une question légitime, insista Hélène. Les Devreux ont toujours été la cible de personnes intéressées par leur fortune, plutôt que par leur personne. Élise reposa sa fourchette. Mes intentions? Je n'en ai aucune, madame Devreux. Je n'ai pas planifié de rencontrer votre fils. Je n'ai pas cherché à entrer dans sa vie. Et contrairement à ce que vous semblez penser, j'ai refusé l'atelier au début, précisément pour éviter ce genre d'insinuation. Mais vous avez fini par l'accepter, nota Hélène. Comme espace de travail uniquement, précisa Élise, et j'insiste pour contribuer aux charges. Cette information sembla surprendre Hélène. Vraiment? Vraiment? Confirma Mathieu. C'était sa condition. Pour la première fois, une lueur d'intérêt sincère apparut dans le regard d'Hélène. Vous savez, dit-elle en s'adressant à Élise, notre famille a bâti sa fortune sur le principe de ne jamais rien devoir à personne. C'est inhabituel de rencontrer quelqu'un partageant cette philosophie dans votre génération. Était-ce un compliment? Élise n'en était pas certaine. Je tiens à mon indépendance, expliqua-t-elle simplement. C'est essentiel pour moi. Le reste du repas se déroula dans une atmosphère moins tendue, bien qu'Hélène continuât à poser des questions qui ressemblaient à un interrogatoire déguisé. Elle s'enquit de la famille d'Élise, de ses études, de ses aspirations. Au dessert, Mathieu s'excusa pour passer un appel professionnel, laissant Élise seule avec sa mère, exactement ce qu'elle redoutait. « Il tient beaucoup à vous », dit Hélène, dès que son fils fut hors de portée. « Je ne l'ai jamais vu défier ainsi mon autorité. » « Ce n'était pas mon intention de créer des tensions entre vous, » assura Élise. « Bien sûr que non, » sourit Hélène, sceptique. « Écoutez-moi bien, mademoiselle Moreau. Mon fils est l'héritier d'un empire. Sa vie n'est pas seulement la sienne. Elle appartient aussi à notre nom, à notre histoire. Comprenez-vous cela? »« Je comprends que c'est ce que vous croyez, » répondit Élise avec franchise. « Mais Mathieu est avant tout un être humain, pas juste un nom de famille. »« Cette vision romantique est charmante, » répliqua Hélène avec condescendance. « Mais la réalité est plus complexe. Les Devreux ont des responsabilités, des obligations. Et vous pensez que je l'en détourne? Je pense que vous lui donnez l'illusion qu'il peut vivre comme tout le monde. Mais il n'est pas comme tout le monde, et ne le sera jamais. » Hélène se pencha en avant. « Je ne doute pas de votre sincérité, mademoiselle Moreau. Mais demandez-vous si vous êtes prête pour ce que signifie réellement être avec quelqu'un comme Mathieu, les sacrifices, les compromis, les attentes. » Avant qu'Élise puisse répondre, Mathieu revint à table. « Désolé pour cette interruption, » s'excusa-t-il. « De quoi parliez-vous ?»« D'art, » mentit Hélène avec un sourire parfait. Mademoiselle Moreau me parlait de ses projets. Le repas se termina peu après. Sur le trottoir, devant le restaurant, Hélène embrassa son fils puis se tourna vers Élise. « Ce fut instructif, mademoiselle Moreau, » dit-elle en lui tendant la main. « J'espère que nous aurons l'occasion de mieux nous connaître. »« Moi aussi, madame Devreux, » répondit Élise, sachant que c'était un mensonge des deux côtés. Hélène monta dans une voiture avec chauffeur qui l'attendait, laissant Mathieu et Élise seuls. « Alors » demanda-t-il anxieux. « Comment tu trouves ma mère ?»« Exactement comme je l'imaginais, » sourit faiblement Élise, protectrice, intimidante et déterminée à préserver la dynastie Devereux. « Elle peut sembler dure, mais elle veut mon bien, à sa façon. »« Je sais, » concéda Élise. « Et que t'a-t-elle dit de moi ?» Mathieu hésita. « Elle pense que tu es différente des personnes que j'ai fréquentées jusqu'ici. Est-ce un compliment?
Venant d'elle? Probablement. Il prit la main d'Élise. Elle s'habituera à l'idée. Elle n'a pas le choix. Mais en marchant aux côtés de Mathieu, Élise ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles d'Hélène. Était-elle vraiment prête pour tout ce qu'impliquait une relation avec un devreux? Les sacrifices, les compromis, les attentes. Le doute s'insinuait en elle, comme une ombre grandissante dans la lumière de leur bonheur encore fragile. L'atelier près des Tuileries était devenu le refuge d'Élise. 3 semaines après le déjeuner avec Hélène Devreux, elle y passait presque tous ses après-midi, profitant de la lumière parfaite et du calme pour développer une série de tableaux inspirés des passages couverts parisiens. Sa relation avec Mathieu avait évolué vers quelque chose de plus profond, plus ancré dans leur quotidien. Il venait souvent la retrouver à l'atelier après ses journées de travail, apportant parfois du vin et des plats à emporter qu'ils partageaient en discutant d'art, de littérature, de leur vie avant leur rencontre. Ce soir-là, installée devant son chevalet, Élise mettait la dernière touche à une toile représentant le passage des panoramas sous la pluie. Le téléphone posé sur la table vibra. Un message de Charlotte. « SOS, j'ai besoin de toi pour un service ce soir. » Le Plaza a désespérément besoin d'une serveuse pour une réception privée. Triple tarif, disent oui. Élise hésita. Elle avait prévu de dîner avec Mathieu, mais l'argent était toujours une préoccupation, malgré ses protestations qu'elle n'avait besoin de rien. Elle lui envoya un message expliquant la situation. Sa réponse fut immédiate. « Bien sûr, fais ce que tu dois faire. Je peux passer te chercher après ?» Soulagée par sa compréhension, elle accepta la proposition de Charlotte. 2 heures plus tard, elle enfilait l'uniforme noir et blanc du Plaza Athénée, se préparant à servir lors d'une mystérieuse réception privée. « Qui sont les invités ?» demanda-t-elle à Charlotte alors qu'elle préparait des plateaux de canapé. « Aucune idée, » répondit son amie. « Tout ce que je sais, c'est que c'est très select. Moins de 50 personnes, que du gratin parisien. » Le maître d'hôtel rassembla l'équipe pour les dernières instructions. « Ce soir, nous accueillons la soirée de fiançailles de mademoiselle Claire Beaumont et monsieur Louis Mercier. La famille Beaumont est une cliente de longue date, donc impeccable comme d'habitude. » Élise sentit un poids se lever de ses épaules. Claire Beaumont, la femme qu'Hélène Devreux destinait à son fils, se fiançait avec un autre homme. Voilà qui devrait calmer les ardeurs de la matriarche. Les invités commencèrent à arriver, et Élise se fondit dans le ballet des serveurs. La salle de réception était décorée avec un goût exquis, fleurs blanches et orchidées, lumières tamisées et champagne millésimé. Claire Beaumont était une jeune femme élancée aux cheveux blonds coupés en un carré parfait, vêtue d'une robe de soirée ivoire qui criait haute couture. Son fiancé, Louis Mercier, semblait plus âgé d'une dizaine d'années, élégant dans son smoking, constamment entouré d'hommes d'affaires. À sa grande surprise, Élise aperçut Hélène Devreux parmi les invités, rayonnante dans une robe de soirée bleu nuit. Son expression était celle d'une femme satisfaite, presque triomphante. « Étrange », pensa Élise, pour quelqu'un qui vient de voir s'envoler ses plans matrimoniaux. L'heure des toasts arriva, le père de Claire, un homme imposant aux tempes grisonnantes, prit la parole. « Chers amis, nous sommes réunis ce soir pour célébrer l'union prochaine de ma fille Claire avec Louis Mercier, unissant ainsi 2 familles qui se respectent et s'apprécient depuis des générations. » Des applaudissements polis suivirent. Le père de Claire poursuivit. « Je tiens particulièrement à remercier notre chère Hélène Devreux, sans qui cette union n'aurait peut-être jamais vu le jour. » Élise, qui servait des flûtes de champagne à proximité, tendit l'oreille. « Comme vous le savez, nous espérions autrefois une alliance avec la famille Devreux elle-même, » continua-t-il, avec un sourire entendu qui déclencha quelques rires dans l'assistance. Mais Hélène, dans sa grande sagesse, a compris avant nous tous que Claire et Louis étaient faits l'un pour l'autre. Elle a orchestré leur rencontre l'an dernier, et voilà le résultat. Élise manqua de laisser tomber son plateau. Hélène avait organisé la rencontre entre Claire et Louis, alors même qu'elle poussait encore Mathieu vers Claire il y a quelques semaines. Claire prit à son tour la parole, radieuse. « Je tiens également à remercier Madame Devereux, qui a été comme une seconde mère pour moi. Et bien sûr, mon cher ami Mathieu, qui malheureusement ne peut être présent ce soir, mais qui a toujours été mon plus grand soutien dans cette relation. » Mathieu était au courant. L'esprit d'Élise tournait à plein régime, essayant d'assembler les pièces de ce puzzle déconcertant. La soirée se poursuivit, et Élise observait Hélène Devreux, qui circulait parmi les invités avec l'aisance d'une reine dans sa cour. À un moment, elle s'approcha du bar où Élise remplissait des verres. « Mademoiselle Moreau, » dit-elle avec une surprise feinte. « Quelle coïncidence !»« Madame Devreux » salua Élise, s'efforçant de rester professionnelle.
Belle soirée, n'est-ce pas? Commenta Hélène comme si elles étaient de simples connaissances, se croisant par hasard. Très réussi, confirma Élise. Les fiancés semblent heureux. Ils le sont, affirma Hélène avec satisfaction. Claire et Louis sont parfaits l'un pour l'autre. Je le savais depuis le début. Vraiment? Ne put s'empêcher de demander Élise. Pourtant, j'avais cru comprendre que vous espériez une union entre Claire et votre fils. Le sourire d'Hélène se figea imperceptiblement. Vous ne devriez pas croire tout ce que vous entendez, mademoiselle Moreau. Les affaires de famille sont souvent complexes. Elle s'éloigna avec son verre, laissant Élise plus perplexe que jamais. À la fin de la soirée, épuisée et troublée, Élise retrouva Mathieu qui l'attendait dans sa voiture devant l'entrée de service. « Comment était ta soirée » demanda-t-il en l'embrassant. « Étrange » répondit-elle, après une hésitation. « J'ai servi aux fiançailles de Claire Beaumont. » Mathieu se figea. « Claire se fiance ?» Son étonnement semblait sincère, ce qui surprit Élise. Avec Louis Mercier. « Ta mère était là. D'après le discours du père de Claire, c'est même elle qui aurait organisé leur rencontre. »« C'est impossible, » murmura Mathieu démarrant la voiture. « Il y a à peine un mois, elle insistait encore pour que j'envisage une relation avec Claire. Claire a mentionné que tu étais son plus grand soutien dans cette relation, » ajouta Élise, observant attentivement sa réaction. « Quoi » Mathieu semblait sincèrement abasourdi. « Je savais qu'elle voyait quelqu'un, mais elle ne m'a jamais dit qui, et je ne l'ai pas vue depuis mon anniversaire. » Le trajet jusqu'à l'appartement d'Élise se fit dans un silence pensif. Quelque chose ne collait pas dans cette histoire, et ils le sentaient tous les deux. « Je dois parler à ma mère, » décida Mathieu en se garant devant l'immeuble d'Élise. « Demain, tu veux venir ?» Élise hésita. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est entre ta mère et toi. »« Tu as raison, » concéda-t-il. « Je te raconterai. » Il l'embrassa tendrement. « Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il se passe, ça ne change rien entre nous. » Mais Élise n'en était pas si sûre. L'ombre d'Hélène Devreux planait sur leur relation, manipulatrice et indéchiffrable. Le lendemain, Élise passa la journée à l'atelier, incapable de se concentrer sur sa peinture. Elle attendait des nouvelles de Mathieu, qui devait confronter sa mère le matin même. À midi, son téléphone sonna enfin. « Élise, je peux passer à l'atelier? Il faut qu'on parle. » Son ton grave l'inquiéta. « Bien sûr, je t'attends. » 20 minutes plus tard, Mathieu arrivait, l'air plus sombre qu'elle ne l'avait jamais vu. Il s'assit lourdement sur le canapé près de la fenêtre. « Ma mère a tout avoué, » commença-t-il sans préambule. « Elle a effectivement organisé la rencontre entre Claire et Louis Mercier, il y a plus d'1 an. »« 1 an ?» répéta Élise, incrédule. « Ils sont ensemble depuis tout ce temps. Claire voulait annoncer leur fiançailles après avoir obtenu une promotion importante, ce qui est arrivé le mois dernier. Mais alors, pourquoi ta mère insistait-elle encore pour que tu envisages une relation avec Claire ?» Mathieu passa une main fatiguée sur son visage. « Pour te tester. » « Me tester ?» Elle savait pour nous, Élise, depuis le début. Un de ses amis nous a vus ensemble au Café des Artistes, le jour de notre premier rendez-vous. Élise s'assit à côté de lui, abasourdie. « Mais pourquoi toute cette mise en scène ? Pour voir comment tu réagirais face à une rivale potentielle, pour évaluer tes motivations. » Il eut un rire amer. « Ma mère a toujours traité les relations comme des transactions commerciales à analyser. Et le dîner avec Claire et sa famille ? Celui où tu as prétendument pris position contre ta mère, il a bien eu lieu, mais pas comme je te l'ai raconté, » admit Mathieu honteux. Claire et Louis étaient présents ensemble. Ma mère voulait que je maintienne la fiction qu'elle essayait de nous mettre en couple pour voir comment tu réagirais. Et tu as accepté de jouer ce jeu ? La voix d'Élise tremblait légèrement. Non, enfin, pas consciemment. Il soupira profondément. Ma mère m'a présenté ça comme une simple rencontre professionnelle. Ce n'est que plus tard que j'ai compris sa manœuvre. Quand elle a commencé à me poser des questions sur toi, sur notre relation, j'ai été naïf. Élise se leva, incapable de rester immobile. Pendant tout ce temps, ta mère m'évaluait comme un investissement potentiellement risqué, et toi, tu n'as rien vu ? J'aurais dû le deviner, concéda-t-il. Ma mère a toujours contrôlé chaque aspect de ma vie. Mais je te jure, Élise, je ne savais pas qu'elle orchestrait tout ça. Et maintenant, quel est le verdict de l'évaluation ? Demanda Élise, la voix teintée d'amertume. Suis-je jugé digne du précieux héritier Devereux ? Mathieu se leva à son tour, s'approchant d'elle. Ironiquement, oui, elle a dit qu'elle admirait ta... Comment a-t-elle formulé ça ? Intégrité et ton indépendance d'esprit. Apparemment,
Le fait que tu aies refusé l'atelier au début a joué en ta faveur. Je devrais me sentir flattée? Élise secoua la tête, incrédule. Mathieu, ta mère a joué avec nos vies, avec nos émotions, et au fond, même si tu n'étais pas complice, tu as permis que ça arrive. Je sais, murmura-t-il, et je ne peux pas te dire à quel point je suis désolé. Il tenta de prendre ses mains, mais elle recula. J'ai besoin de temps, dit-elle doucement, pour réfléchir à tout ça, pour comprendre si je peux faire partie d'une famille où les relations sont traitées comme des stratégies d'entreprise. Élise, je ne suis pas comme elle, plaida-t-il. Je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu représentes ou ce que tu peux m'apporter. C'était la première fois qu'il prononçait ces mots. Je t'aime. Dans d'autres circonstances, son cœur aurait bondi de joie. Je veux te croire, dit-elle. Mais comment puis-je être sûr que tu ne te laisseras pas manipuler à nouveau? Que notre relation ne fera pas partie d'un autre plan de ta mère? Parce que j'ai pris une décision aujourd'hui, annonça-t-il avec une détermination nouvelle. J'ai dit à ma mère que je quittais temporairement la direction de la fondation, que j'avais besoin de prendre du recul, de vivre ma propre vie. Et comment a-t-elle réagi? Comme si je lui avais annoncé la fin du monde, sourit-il faiblement. Mais pour la première fois, je n'ai pas cédé. J'ai compris que si je voulais être digne de toi, je devais d'abord être digne de moi-même. Ces paroles touchèrent Élise plus qu'elle ne voulait l'admettre. Mais la blessure de la manipulation était encore vive. J'apprécie ta démarche, dit-elle avec sincérité. Vraiment. Mais j'ai quand même besoin de temps. Mathieu acquiesça lentement. Je comprends. Je te laisserai l'espace dont tu as besoin, mais sache que je t'attendrai, Élise, parce que ce que nous avons trouvé ensemble est rare et précieux. Il déposa un baiser léger sur sa joue et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna. L'atelier est à toi, quoi qu'il arrive entre nous. Aucune condition, aucune attente. C'est juste un espace où ton talent peut s'exprimer. Après son départ, Élise resta longtemps immobile, contemplant la toile inachevée sur son chevalet. Le passage couvert qu'elle avait peint semblait maintenant symbolique, un espace entre deux mondes, ni totalement ouvert, ni totalement fermé, comme sa relation avec Mathieu, réalisa-t-elle, suspendue entre deux réalités, attendant qu'elle décide quel chemin emprunter. 3 semaines s'étaient écoulées depuis les révélations sur les manœuvres d'Hélène Devreux. 3 semaines pendant lesquelles Élise avait délibérément mis de la distance entre Mathieu et elle, ne répondant que brièvement à ses messages, évitant les appels, repoussant gentiment mais fermement ses propositions de rencontre. L'atelier près des Tuileries était devenu son refuge absolu. Elle y passait presque tout son temps, travaillant avec une intensité nouvelle sur sa série de tableaux des passages parisiens. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Elle s'était réfugiée dans un espace offert par Mathieu pour réfléchir à leur relation. Ce matin-là, Charlotte l'avait rejointe à l'atelier, sidérée par la transformation de son amie. « C'est incroyable ce que tu as produit en si peu de temps », s'émerveilla-t-elle en observant les toiles alignées contre le mur. « Il y a une profondeur dans ton travail que je n'avais jamais vue avant. La douleur est un bon carburant pour la création, » répondit Élise avec un sourire triste, nettoyant ses pinceaux. « Tu lui manques, tu sais, » dit Charlotte après un moment de silence. « Il est passé à l'appartement hier, pendant que tu étais ici. Il est venu chez nous ?» s'étonna Élise, s'interrompant dans sa tâche. « Pourquoi ?»« Pour prendre de tes nouvelles. Il a l'air vraiment mal, Élise. Pâle, amaigri, les traits tirés. Il m'a demandé si tu allais bien, si tu travaillais, si tu parlais de lui. Et qu'as-tu répondu? La vérité, que tu vis pratiquement dans cet atelier, que tu peins comme une possédée, et que tu ne parles jamais de lui. » Charlotte s'assit sur un tabouret. « Il a eu l'air soulagé que tu utilises au moins l'atelier. » Élise soupira, rangeant mécaniquement son matériel. « Je ne sais pas quoi faire, Charlotte. Une partie de moi veut lui pardonner, comprendre qu'il a été manipulé lui aussi. Mais une autre partie a peur, » compléta son ami. « Peur de s'engager dans une relation où la belle-mère est une sorte de Machiavel en Chanel. Ce n'est pas juste la peur de sa mère, » réfléchit Élise. « C'est la peur de tout ce que représente sa vie, les attentes, les conventions, ce milieu où tout semble calculé, même les sentiments. Mais Mathieu n'est pas comme ça, » argumenta doucement Charlotte. « Tu me l'as dit toi-même. Non, il n'est pas comme ça, consciemment. Mais il a été élevé dans ce monde. Ses codes sont inscrits en lui, qu'il le veuille ou non. » Charlotte observa son amie avec attention. « Tu l'aimes encore, n'est-ce pas ?» Élise ne répondit pas immédiatement, contemplant le tableau presque achevé devant elle, le passage vers d'eau, avec sa verrière laissant filtrer une lumière dorée sur les échoppes d'antiquaire. « Oui, » admit-elle finalement.
C'est bien ça le problème. L'amour ne devrait jamais être un problème, Élise. Dans les contes de fées, peut-être. Élise secoua la tête. Dans la vraie vie, aimer quelqu'un comme Mathieu Devreux vient avec un mode d'emploi que personne ne m'a fourni. Charlotte allait répondre quand le téléphone d'Élise vibra. Un message. Élise le consulta, son visage s'assombrissant. « C'est ma mère », dit-elle, la voix tendue. « Elle est à Paris. Elle veut me voir. Immédiatement. » Une heure plus tard, Élise était assise dans un café près de la gare de Lyon, face à Martine Moreau, sa mère. Infirmière-chef à l'hôpital de Lyon, Martine avait élevé seule sa fille après le décès précoce de son mari. Une femme pratique, directe, qui n'avait jamais compris l'attrait d'Élise pour l'art, mais avait néanmoins soutenu ses choix. « Tu as maigri », fut sa première remarque après les embrassades d'usage. « Tu manges correctement au moins ?»« Oui, maman, soupira Élise. Qu'est-ce qui t'amène à Paris? Tu ne m'as pas prévenu de ta visite. » Martine repoussa une mèche de ses cheveux grisonnants, mal à l'aise. « J'ai reçu une visite inhabituelle à Lyon hier. Une visite. Une femme très élégante accompagnée d'un chauffeur, Hélène Devereux. » Élise sentit son sang se glacer. « La mère de Mathieu est venue te voir? Pourquoi? Pour parler de toi, évidemment. » Martine prit une gorgée de café. Elle s'est présentée à l'hôpital, a demandé à me voir en privé. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un don pour le service pédiatrique. Ça arrive parfois avec les gens fortunés. Mais non, elle voulait discuter de ta relation avec son fils. Je n'arrive pas à y croire, murmura Élise, mortifiée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Que son fils était très attaché à toi. Qu'elle s'inquiétait de cette relation, non pas parce qu'elle te trouvait indigne, ces mots, pas les miens, mais parce qu'elle craignait que tu ne sois pas préparé aux exigences de leur monde. Et tu as répondu quoi? Que ma fille était assez grande pour faire ses propres choix, et que je me mêlais rarement de sa vie sentimentale, répondit Martine avec un haussement d'épaule. Puis elle a commencé à me parler de l'atelier qu'il t'a offert. Comment est-elle au courant de ça? S'exclama Élise, bien que la question soit rhétorique. Évidemment qu'Hélène Devreux savait tout. Elle semblait particulièrement intéressée par ta réaction initiale, le fait que tu aies d'abord refusé ce cadeau. Ça l'a impressionnée, apparemment. Elle te testait, comprit Élise, amère. Elle voulait vérifier si j'avais été honnête sur mes origines, sur ma famille. Si j'étais bien la fille d'une infirmière de province et non une aventurière cherchant à séduire son héritier. Martine observa sa fille avec curiosité. « Tu sembles bien connaître cette femme. Je commence à cerner son mode de fonctionnement, » soupira Élise. A-t-elle dit autre chose? Elle m'a demandé si j'avais des inquiétudes concernant cette relation, si je pensais que tu étais équipé émotionnellement pour gérer ce genre de situation. Martine hésita. Elle a aussi mentionné que son fils avait récemment pris des décisions professionnelles inquiétantes. A-t-il vraiment quitté son poste à cause de toi? Pas à cause de moi, corrigea vivement Élise. Pour lui-même, pour s'affranchir du contrôle de sa mère. C'est ce qu'il t'a dit, nota Martine avec prudence. Mais es-tu sûr qu'il n'essayait pas simplement de t'impressionner? De jouer les rebelles pour te séduire? Mathieu n'est pas comme ça, défendit Élise, bien que le doute s'insinue en elle. Il est sincère. Peut-être, concéda Martine. Mais j'ai vu beaucoup de jeunes infirmières se laisser séduire par des médecins qui leur promettèrent la lune, avant de les abandonner pour épouser des filles de leur milieu. Ce n'est pas la même chose, protesta Élise, agacée par la comparaison. L'écart social est encore plus grand, souligna sa mère. Écoute, je ne suis pas venue te faire la morale. Je voulais juste te prévenir que cette femme s'intéresse de très près à votre relation et qu'elle n'hésite pas à franchir certaines limites. Élise resta silencieuse, digérant cette nouvelle ingérence d'Hélène Devreux dans sa vie. « Comment vas-tu vraiment ?» demanda finalement Martine, adoucissant son ton. « Tu as l'air épuisé. »« Je travaille beaucoup, » éluda Élise. « Ma série sur les passages parisiens avance bien. Et avec ce Mathieu, où en êtes-vous ?»« En pause ?» répondit Élise après une hésitation. « Je réfléchis. Tu l'aimes ?» La même question que Charlotte. « Oui. Alors pourquoi cette pause ?»« Parce que l'amour ne suffit pas toujours, maman. Parfois, il faut aussi être compatible, avoir les mêmes attentes, les mêmes valeurs. » Martine prit les mains de sa fille dans les siennes. « Ta père et moi venions de mondes différents aussi, tu sais. Lui, le professeur intellectuel passionné de littérature, moi, l'infirmière pragmatique qui n'avait jamais lu Proust. Ça n'a pas toujours été facile, mais nous avons trouvé notre équilibre. »« Ce n'est pas comparable, » insista Élise. « L'écart entre un professeur et une infirmière n'est rien comparé à... » « L'important, » interrompit doucement Martine,
C'est ce que vous ressentez quand vous êtes ensemble, juste tous les deux, sans sa mère, sans son nom, sans sa fortune. Est-ce que tu te sens aimée, respectée, comprise? Élise réfléchit à la question. Avec Mathieu, elle s'était toujours sentie vue pour ce qu'elle était vraiment, son talent, ses aspirations, sa vision du monde. Jamais il ne l'avait traitée avec condescendance ou paternalisme. Oui, admit-elle, quand nous sommes seuls, tout semble juste. Alors peut-être que le reste peut se gérer, suggéra Martine. Les belles-mères difficiles, c'est aussi vieux que le monde. Élise eut un petit rire. La tienne était comment? Un dragon, sourit Martine. Elle pensait que je n'étais pas assez bien pour son fils brillant, que je le distrairais de sa carrière académique. Elle m'a fait passer un véritable interrogatoire la première fois que je l'ai rencontré. Et comment as-tu géré ça? En restant moi-même, en lui montrant que j'aimais son fils pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il représentait. Martine serra les mains de sa fille. Avec le temps, elle a compris que j'étais la meilleure chose qui soit arrivée à ton père. Elle a fini par m'accepter. Hélène Devreux n'est pas du genre à finir par accepter quoi que ce soit, soupira Élise. Tout le monde peut changer, affirma Martine. Même les dragons les plus féroces. Elles parlèrent encore un moment, Martine partageant des nouvelles de Lyon, Élise évoquant ses projets artistiques. À la fin de leur rencontre, Martine serra longuement sa fille dans ses bras. « Quoi que tu décides pour Mathieu et toi, fais-le par conviction, pas par peur, conseilla-t-elle. La peur est toujours mauvaise conseillère. En regardant sa mère s'éloigner vers la gare pour reprendre son train, Élise réalisa que ses paroles avaient touché quelque chose en elle. N'était-ce pas la peur, plus que la colère ou la déception, qui l'avait poussée à s'éloigner de Mathieu? La peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être blessée, la peur de perdre son identité dans un monde qui n'était pas le sien. De retour à l'atelier, Élise trouva une enveloppe glissée sous la porte. Son nom était écrit dessus d'une élégante calligraphie qu'elle ne reconnaissait pas. À l'intérieur, une simple carte. « Mademoiselle Moreau, je vous prie d'accepter mes excuses pour mon ingérence dans votre relation avec mon fils. Ma rencontre avec votre mère m'a fait réaliser que mes méthodes, bien qu'animées par le souci de protéger Mathieu, étaient inappropriées et irrespectueuses. Mathieu souffre de votre absence. Il n'a jamais été aussi déterminé, aussi passionné que depuis qu'il vous connaît. Peut-être est-ce cela, l'amour véritable. Si vous acceptez, j'aimerais vous rencontrer. Non plus comme la mère inquisitrice de Mathieu, mais comme une femme qui commence à comprendre que le bonheur de son fils pourrait bien passer par vous. Hélène Devreux. » Un numéro de téléphone personnel suivait la signature. Élise relut la carte plusieurs fois, incrédule. Était-ce sincère ou s'agissait-il d'une nouvelle manipulation? La rencontre avec sa mère avait-elle vraiment changé quelque chose chez cette femme qui semblait si inflexible? Elle posa la carte sur la table, indécise. Son téléphone vibra. Un message de Mathieu, le premier depuis plusieurs jours. « Je respecte ton besoin d'espace et je ne veux pas te presser. Mais j'aimerais que tu saches que ces semaines sans toi m'ont fait réaliser que je ne veux pas d'une vie où tu n'es pas présente. Quoi que tu décides, sache que mes sentiments n'ont pas changé. Je t'aime, Élise, simplement, profondément. Aime. » Ces mots, si simples et pourtant si lourds de sens, firent monter les larmes aux yeux d'Élise. Elle s'approcha de la fenêtre, contemplant le jardin des Tuileries baigné dans la lumière dorée du soir. Des couples se promenaient, main dans la main. Des enfants jouaient. La vie continuait son cours. Sa toile du passage vert d'eau attendait, presque terminée. Il ne manquait qu'un détail. 2 silhouettes au centre de la composition, se tenant par la main dans la lumière filtrant à travers la verrière. Prenant son pinceau, Élise se mit au travail, ajoutant ces 2 figures qui semblaient s'être attendues depuis le début. En donnant les derniers coups de pinceau, elle réalisa qu'elle avait pris sa décision. Le restaurant Le Jules Verne, niché au 2e étage de la Tour Eiffel, offrait une vue spectaculaire sur Paris. Hélène Devreux avait choisi cet endroit symbolique pour leur rencontre, et Élise ne pouvait s'empêcher d'y voir une métaphore, surplomber la ville qu'elles aimaient toutes les deux, chacune à sa manière. Arrivée avec une ponctualité délibérée, Élise fut surprise de trouver Hélène déjà installée, contemplant l'horizon parisien. Sans son habituel masque de froideur, elle paraissait presque vulnérable. « Mademoiselle Moreau, » dit-elle en se levant pour l'accueillir. « Merci d'avoir accepté cette invitation. »« Madame Devreux, » répondit Élise s'asseyant face à elle, « votre message m'a intriguée. »« J'imagine bien, » reconnut Hélène avec un sourire contrit qui semblait inhabituel sur son visage. « J'ai conscience que mes actions ont pu vous paraître excessives.
Intrusive serait le mot, corrigea doucement Élise. Rencontrer ma mère sans m'en informer dépasse largement le cadre de la simple préoccupation maternelle. Hélène acquiesça, acceptant la critique. Vous avez raison, mais votre mère est une femme remarquable. Notre conversation a été éclairante. En quoi? Demanda Élise, curieuse malgré elle. Elle m'a parlé de votre père, de la façon dont elle a traversé son deuil tout en vous élevant seule, de son soutien à vos ambitions artistiques, malgré ses propres doutes. Hélène fit une pause. Elle m'a rappelé que l'amour maternel ne doit pas être possessif, mais libérateur. Un serveur approcha pour prendre leur commande. Une fois seuls à nouveau, Hélène poursuivit. J'ai passé ma vie à protéger Mathieu, de déceptions, d'erreurs potentielles, de personnes qui pourraient profiter de sa position. J'étais convaincu d'agir pour son bien. Et maintenant, encouragea Élise devant son hésitation, maintenant je réalise que j'ai peut-être confondu protection et contrôle. Hélène regarda par la fenêtre, la ville s'étendant à leurs pieds. Vous savez, Mathieu n'a jamais défié mon autorité avant vous. Il a toujours été le fils parfait, suivant le chemin que nous avions tracé pour lui, acceptant les responsabilités liées à notre nom. Et vous m'en tenez rigueur? Au début, oui, admit Hélène, avec une franchise surprenante. Je vous voyais comme une distraction, peut-être même une menace pour tout ce que nous avions construit, d'où mes manœuvres pour tester vos intentions. L'histoire de Claire Beaumont, comprit Élise. Entre autres, Hélène eut l'air presque embarrassée. J'ai utilisé des méthodes que j'applique habituellement dans le monde des affaires. Analyser, tester, évaluer les risques. Les relations humaines ne fonctionnent pas comme ça, objecta Élise. J'en prends conscience, acquiesça Hélène. Mais voyez-vous, dans notre milieu, les sentiments sont souvent secondaires. J'ai épousé Henri Devreux sans l'aimer. C'était un mariage arrangé par nos familles, une alliance stratégique. Cette révélation surprit Élise. Vous ne l'aimiez pas. L'amour est venu plus tard, répondit Hélène, une douceur inattendue dans la voix. Lentement, à travers notre respect mutuel, notre engagement commun envers la famille et l'entreprise. Quand il est mort, j'ai perdu plus qu'un mari. J'ai perdu un partenaire, un allié. Les plats arrivèrent, offrant un moment de répit dans cette conversation étonnamment intime. Mathieu m'a dit que vous aviez quitté votre poste à la Fondation, reprit Élise après quelques bouchées. Temporairement, précisa Hélène, pour réfléchir à ses priorités, à ce qu'il veut vraiment faire de sa vie. Et cela vous inquiète. Moins que je ne l'aurais cru, admit Hélène. Il est différent depuis qu'il vous connaît. Plus décidé, plus passionné. Il a commencé à s'intéresser personnellement à des projets que nous soutenons, plutôt que de simplement signer des chèques. Je n'y suis pour rien, assura Élise. Au contraire, sourit Hélène. Vous lui avez montré qu'une vie guidée par la passion plutôt que par le devoir était possible. C'est rafraîchissant, même si c'est déstabilisant pour moi. Élise observa cette femme qu'elle avait perçue comme une adversaire redoutable, découvrant une dimension plus humaine, plus vulnérable qu'elle n'aurait imaginé. Pourquoi m'avoir invité aujourd'hui, Madame Devereux? Qu'attendez-vous exactement de cette conversation? Hélène posa ses couverts, regardant Élise droit dans les yeux. Je voulais vous connaître, réellement, pas comme la jeune femme qui a attiré l'attention de mon fils, mais comme la personne que vous êtes, l'artiste passionné, la fille dévouée que votre mère m'a décrite. Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Et je voulais vous dire que je ne m'opposerai plus à votre relation avec Mathieu, non pas parce que je vous ai testé et que vous avez réussi, mais parce que j'ai compris que le bonheur de mon fils est plus important que les plans que j'avais pour lui. Cette déclaration, prononcée avec une sincérité évidente, prit Élise au dépourvu. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire, assura Hélène. C'est à Mathieu et à vous de décider de votre avenir. Je voulais simplement que vous sachiez que je ne serai plus un obstacle. Vous semblez avoir changé d'avis très rapidement, nota Élise, encore méfiante. La conversation avec votre mère a été un catalyseur, expliqua Hélène. Mais c'est surtout l'état de Mathieu ces dernières semaines qui m'a fait réfléchir. Je ne l'avais jamais vu ainsi, même après la mort de son père. Il est diminué sans vous. Le dessert arriva, mais Élise n'y toucha pas, absorbée par cette conversation surréaliste. Mathieu ne sait pas que je vous ai contacté, poursuivit Hélène. C'était ma démarche personnelle, une tentative maladroite peut-être de réparer le mal que j'ai pu causer. Et si je décidais de ne pas revenir vers lui, demanda Élise, testant la sincérité de cette nouvelle Hélène. Ce serait votre choix et je le respecterais, répondit-elle sans hésitation, même si cela me peinerait pour mon fils. Élise sentit que cette réponse
était authentique. Hélène Devreux ne jouait plus. « Je l'aime », dit simplement Élise, « malgré tout ce qui s'est passé, malgré nos différences. »« Je sais », sourit doucement Hélène. « C'est précisément ce qui m'a fait comprendre que vous étiez peut-être exactement ce dont il avait besoin. » Elles terminèrent leur repas en parlant de sujets plus légers, l'art qu'Élise admirait, les expositions récentes, les projets de la Fondation Devereux dans le domaine culturel. Progressivement, une forme de respect mutuel se dessinait entre ces deux femmes que tout semblait opposer. En quittant le restaurant, Hélène tendit à Élise une petite boîte. « Ce n'est pas une tentative de vous acheter », précisa-t-elle devant l'hésitation d'Élise. « C'est un héritage familial que j'aimerais vous confier. » Intriguée, Élise ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une clé ancienne attachée à un ruban de velours bleu. « C'est la clé originale de l'atelier », expliqua Hélène. « Celui qui appartenait à mon grand-père. Il l'a fait faire spécialement pour une jeune artiste qu'il admirait, Elisabeth Sonrel. Peu de gens le savent, mais c'est elle qui l'a initié à l'art, qui lui a appris à voir au-delà des simples investissements. Pourquoi me l'a donnée? Parce qu'elle appartient à cet espace et que cet espace semble vous appartenir désormais. » Hélène sourit. « Considérez-la comme un symbole de continuité, de passage de témoin. » Élise accepta le cadeau, touchée par sa signification. « Merci. » Elles se séparèrent sur le parvis de la Tour Eiffel, non pas comme des alliés, pas encore, mais comme deux femmes qui commençaient à entrevoir la possibilité d'une compréhension mutuelle. Le soir tombait sur Paris quand Élise arriva à l'atelier. Elle avait beaucoup réfléchi après sa rencontre avec Hélène Devreux, pesant le pour et le contre, écoutant son cœur plutôt que ses craintes. Elle avait finalement envoyé un message à Mathieu « J'aimerais te parler. Peux-tu venir à l'atelier ce soir ?» Sa réponse avait été immédiate « J'arrive ». En attendant, elle prépara l'espace, allumant quelques lampes pour créer une atmosphère chaleureuse, disposant ses toiles achevées pour qu'ils puissent voir le travail qu'elle avait accompli pendant leur séparation. Au centre de la pièce, sur un chevalet, elle plaça le tableau du passage vers d'eau, avec les deux silhouettes main dans la main. La clé tourna dans la serrure à 20 heures précises. Mathieu entra, l'air à la fois anxieux et plein d'espoir. Il avait maigri, remarqua-t-elle, et ses yeux portaient les marques de nuit sans sommeil. « Élise » dit-il simplement, s'arrêtant à quelques pas d'elle, incertain de l'accueil qui lui serait réservé. « J'ai vu ta mère aujourd'hui » annonça-t-elle sans préambule. La surprise se peignit sur son visage. « Ma mère? Pourquoi? C'est elle qui m'a contacté. Elle voulait s'excuser, je crois. À sa manière. Je ne comprends pas, avoua Mathieu, perplexe. Elle ne s'excuse jamais. Les gens peuvent changer, sourit Élise, répétant les paroles de sa propre mère. Même les dragons les plus féroces. Elle lui raconta leur conversation, la visite d'Hélène à Lyon, la clé de l'atelier, cette ouverture inattendue. C'est incroyable, murmura Mathieu quand elle eut terminé. Je ne reconnais pas ma mère dans cette description. Peut-être qu'il y a des aspects d'elle que tu n'as jamais vus, suggéra doucement Élise. Comme il y a des aspects de toi que j'ai encore à découvrir. Il s'approcha d'elle, hésitant. Est-ce que cela signifie que j'ai réfléchi, compléta-t-elle. À nous, à ce que nous représentons l'un pour l'autre, aux obstacles qui nous attendent encore. Et quelle est ta conclusion? Élise fit un pas vers lui, comblant une partie de la distance qui les séparait. Que j'ai eu peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de perdre mon identité dans ton monde. Peur d'être manipulé ou blessé. Ces peurs sont légitimes, reconnut-il. Oui, mais elles ne devraient pas dicter mes choix. Elle prit une profonde inspiration. Ma mère m'a rappelé que la peur est toujours mauvaise conseillère, et elle a raison. Élise désigna le tableau du passage vers d'eau. Regarde, j'ai ajouté ces deux personnages il y a quelques jours. Ils sont là au centre de la composition, comme si tout le reste, la lumière, l'architecture, les détails, n'existaient que pour mettre en valeur leur présence ensemble. Mathieu s'approcha du tableau, observant les deux silhouettes qui se tenaient par la main, baignées dans la lumière filtrée par la verrière. « C'est nous », comprit-il ému. « C'est nous », confirma-t-elle. « Ou du moins, ce que nous pourrions être si nous choisissons d'avancer ensemble, malgré nos différences, malgré les obstacles. » Il se tourna vers elle, les yeux brillants d'émotion. « Et est-ce ton choix, Élise, de nous donner cette chance ?» Pour toute réponse, elle combla la distance restante entre eux et l'embrassa. C'était un baiser de réconciliation, de promesse, de nouveau départ. Quand ils se séparèrent, le visage de Mathieu s'illumina d'un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis des semaines. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit-il, prenant sa main.
Viens. Il la guida hors de l'atelier, jusqu'à sa voiture garée dans la rue. Le trajet fut court, à peine 10 minutes à travers Paris. Ils s'arrêtèrent finalement devant un immeuble ancien dans le quartier du Marais. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» demanda Élise, intriguée. « Tu verras », sourit-il mystérieusement, l'entraînant à l'intérieur. Ils montèrent jusqu'au dernier étage. Mathieu sortit une clé et ouvrit la porte d'un appartement sous les combles. L'espace était modeste mais chaleureux, avec des poutres apparentes, un parquet ancien et des fenêtres donnant sur les toits de Paris. « C'est chez moi », annonça-t-il. « Mon nouveau chez moi. »« Je ne comprends pas, » dit Élise, confuse. « Tu as quitté ton appartement des Champs-Élysées ?»« Oui, » confirma-t-il. C'était un lieu que ma mère avait choisi, décoré, organisé. Rien n'y reflétait vraiment qui je suis. Ici, c'est différent. C'est un espace que j'ai trouvé seul, que je peux aménager à ma façon. Il lui fit visiter l'appartement. 2 chambres, un salon, une petite cuisine, une terrasse avec vue sur Notre-Dame au loin. « C'est magnifique », reconnut Élise, touchée par ce changement symbolique. « Mais pourquoi me montrer ça maintenant ? Parce que je voulais que tu comprennes que je suis sérieux quand je dis que j'ai changé. Je ne cherche pas seulement à m'émanciper professionnellement de ma mère, mais aussi personnellement. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je veux construire ma propre vie, Élise, et j'aimerais que tu en fasses partie. Tu me demandes d'emménager avec toi ?» s'étonna-t-elle. « Non, » sourit-il. « Pas encore. Je respecte ton besoin d'indépendance. Je voulais juste te montrer que je ne suis pas uniquement Mathieu Devreux, l'héritier. Je suis aussi juste Mathieu, qui essaie de trouver sa voie, qui veut construire quelque chose d'authentique avec toi. » Émue, Élise l'embrassa à nouveau. « J'aime cet endroit, » murmura-t-elle. « Il te ressemble. » Ils passèrent la soirée sur la terrasse, partageant une bouteille de vin, évoquant leurs projets, leurs rêves, les changements qu'ils voulaient apporter à leur vie. Pour la première fois depuis des semaines, Élise se sentait légère, libérée du poids des doutes et des peurs qui l'avaient paralysée. « Au fait, » dit Mathieu alors que la nuit enveloppait Paris, « j'ai décidé de donner une nouvelle orientation à mon travail à la Fondation. » « Laquelle ? » « Je veux créer un programme de soutien aux jeunes artistes, pas seulement financier, mais aussi logistique, des ateliers, des résidences, des expositions. » Ses yeux brillaient d'enthousiasme. « Tu m'as fait comprendre à quel point il est difficile pour un artiste talentueux de percer sans soutien, sans réseau. C'est une idée merveilleuse, » approuva Élise. « Mais ta mère est étonnamment favorable, » compléta-t-il. « Elle pense que c'est un excellent moyen de redorer l'image de la Fondation tout en faisant quelque chose d'utile. Et toi, qu'en penses-tu ? Je pense que c'est une façon de réconcilier mes 2 mondes, mes responsabilités envers le nom Devreux et mes aspirations personnelles. » Il caressa doucement sa joue. « Un peu comme notre relation est une réconciliation entre nos 2 univers. » Dans la nuit parisienne, leurs silhouettes enlacées sur la terrasse ressemblaient étrangement à celles qu'Élise avait peintes dans son tableau, 2 êtres trouvant leur place l'un auprès de l'autre, malgré tout ce qui aurait pu les séparer. 6 mois s'étaient écoulés depuis les retrouvailles d'Élise et Mathieu. L'automne avait cédé la place à l'hiver, puis au printemps, apportant un renouveau qui semblait faire écho à leur relation. Ce matin d'avril, l'atelier près des Tuileries bourdonnait d'activité. Des tableaux soigneusement emballés s'alignaient contre le mur, tandis qu'Élise, vêtue d'une salopette tachée de peinture, vérifiait une dernière fois sa liste. « Tu es sûr de n'avoir rien oublié ?» demanda Mathieu entrant avec 2 tasses de café. « Pour la 10e fois, oui, » sourit-elle, acceptant avec gratitude la boisson chaude. « Tout est prêt. » Les 12 tableaux des passages parisiens, les croquis préparatoires, la notice explicative et le stress, tu l'as bien emballé aussi ? La taquina-t-il. « Impossible à emballer celui-là, » admit-elle. « Il occupe tout l'espace disponible. »« C'est normal, » la rassura-t-il. « C'est ta première exposition personnelle. » Élise acquiesça, tentant de calmer les battements frénétiques de son cœur. L'invitation était arrivée 3 mois plus tôt, une opportunité d'exposer sa série complète sur les passages parisiens dans une galerie renommée du Marais. Un rêve devenu réalité, même si elle soupçonnait que Mathieu y était pour quelque chose, malgré ses démentis. Le programme de soutien aux jeunes artistes qu'il avait lancé à la Fondation Devreux connaissait un succès croissant. 6 ateliers avaient été mis à disposition dans différents quartiers de Paris, et un espace d'exposition collectif avait ouvert ses portes dans le 11e arrondissement. Mais Mathieu avait toujours insisté sur le fait qu'Élise devait tracer son propre chemin sans l'ombre du nom Devreux. « À quelle heure vient le transporteur ?» demanda-t-il, examinant l'un des tableaux. « À 11 heures.
L'accrochage commence à 14 heures. Élise consulta sa montre. J'ai encore le temps de paniquer au moins 3 fois. Mathieu l'attira contre lui, déposant un baiser sur son front. Tu n'as aucune raison de paniquer. Ton travail est exceptionnel. Tu es partial, objecta-t-elle. Absolument, confirma-t-il avec un sourire. Mais ce n'est pas moi qui ai convaincu Laurence Granger d'exposer ton travail. C'est ton talent, rien d'autre. Laurence Granger, galeriste réputée pour son œil acéré et son intransigeance, avait découvert les œuvres d'Élise lors d'une exposition collective aux Beaux-Arts. Mathieu avait juré qu'il n'avait pas arrangé cette visite, et Élise le croyait. L'enthousiasme de Laurence était trop authentique pour être feint. Le téléphone d'Élise vibra. Un message de Charlotte. « Stress maximal ? T'inquiète, on arrive avec le soutien moral et le champagne pour après. » Élise sourit. Charlotte et Léo avaient promis d'être présents pour l'accrochage, apportant leur aide et leur soutien indéfectible. « Des nouvelles de ta mère ?» demanda Mathieu. « Elle arrive demain soir pour être là au vernissage. » Élise sentit une vague d'émotion la submerger. « C'est la première fois qu'elle prend des jours de congé pour venir voir mon travail. Elle est fière de toi, » dit-il doucement. « Comme nous tous. » Le « nous » incluait étonnamment Hélène Devereux. La relation entre Élise et la mère de Mathieu avait évolué vers un respect mutuel prudent. Elles ne seraient probablement jamais proches, mais les hostilités avaient cessé. Hélène avait même offert à Élise, pour son anniversaire, un livre rare sur les techniques de peinture des impressionnistes, un cadeau réfléchi qui témoignait d'une véritable attention. La sonnette de l'atelier retentit. Le transporteur, en avance. Les heures suivantes furent consacrées au chargement minutieux des œuvres, puis au trajet vers la galerie où Laurence les attendait. La galerie Granger occupait un ancien hôtel particulier du Marais, ses espaces lumineux et épurés mettant parfaitement en valeur les œuvres d'art. Laurence, une femme élégante d'une 50aine d'années, accueillit Élise avec chaleur. « Enfin, j'ai hâte de voir l'ensemble de la série réunie », s'enthousiasma-t-elle. « La salle principale est prête pour vous. » Élise suivit la galeriste, impressionnée par l'espace qui allait accueillir son travail. Des murs blancs immaculés, un éclairage savamment étudié, une acoustique parfaite. Un lieu qui avait exposé certains des artistes contemporains les plus prestigieux. « Je vous laisse superviser l'accrochage avec mon assistant », indiqua Laurence. « Je dois m'occuper des derniers détails pour le vernissage de demain. Nous attendons plusieurs critiques importants, et j'ai bon espoir que votre travail les séduira. » Une fois la galeriste partie, Élise se tourna vers Mathieu, soudain submergée par l'émotion. « C'est réel, » murmura-t-elle. « C'est vraiment en train d'arriver. C'est réel, » confirma-t-il en serrant sa main. « Et ce n'est que le début. » Charlotte et Léo arrivèrent peu après, apportant leur énergie et leur enthousiasme. Les 4 amis participèrent à l'accrochage, suivant les instructions précises d'Élise sur l'ordre et le placement des tableaux. « Tu te rends compte ?» chuchota Charlotte à l'oreille d'Élise pendant qu'elles ajustaient l'un des cadres, « que dans 24 heures, tout le Paris artistique va défiler devant tes toiles? C'est énorme. »« N'en rajoute pas, » gémit Élise. « Je suis déjà terrifiée. »« Tu n'as pas à l'être, » intervint Léo, leur ancien camarade des Beaux-Arts devenu assistant dans une galerie concurrente. « Ton travail est mature, cohérent, avec une vraie signature. C'est exactement ce que recherchent les galeries et les collectionneurs. » L'accrochage terminé, ils reculèrent tous pour admirer l'ensemble. Les 12 tableaux racontaient une histoire visuelle des passages parisiens. Ces artères couvertes, témoins d'une époque révolue, capturées dans différentes lumières, différentes ambiances. Le passage des panoramas sous la pluie, le passage vert d'eau au crépuscule, la galerie Vivienne dans la lumière matinale. Chaque toile captait l'essence de ces lieux, tout en y ajoutant la vision personnelle d'Élise. « C'est magnifique », souffla Mathieu, manifestement ému. « Tu as réussi à capturer quelque chose d'unique, la mélancolie et la beauté de ces espaces, leur histoire, leur âme. » Élise sentit une fierté tranquille l'envahir. Quels que soient les avis des critiques et des visiteurs, elle savait qu'elle avait accompli ce qu'elle s'était fixé, créer une œuvre authentique qui lui ressemblait. Le soir venu, après un dîner joyeux avec leurs amis, Élise et Mathieu regagnèrent l'appartement sous les combles qu'il occupait désormais. Bien qu'elle conservât son propre logement, Élise y passait de plus en plus de temps, y laissant progressivement ses affaires, ses livres, ses habitudes. Allongé dans le lit, contemplant le ciel étoilé à travers la fenêtre de toit, il savourait ce moment de calme avant la tempête du vernissage. « J'ai quelque chose à te demander » dit soudain Mathieu,
se tournant vers elle. « Je t'écoute, » répondit-elle, curieuse devant son air sérieux. La Fondation lance un nouveau projet, une résidence d'artistes dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence, une ancienne bastide rénovée, avec des ateliers, des espaces communs, entourés de nature. « Ça a l'air magnifique, » commenta Élise. « Nous cherchons quelqu'un pour diriger ce lieu, sélectionner les résidents, organiser les expositions, créer une véritable communauté artistique. » Il prit une profonde inspiration. « J'aimerais que tu considères ce poste. » Élise se redressa, surprise. « Moi ? Mais je n'ai aucune expérience en gestion culturelle. Tu as une vision, Élise. Tu comprends les artistes, leurs besoins, leurs défis. Tu as l'œil pour repérer le talent authentique. » Il s'assit à son tour. Ce serait un nouveau départ, loin de Paris, loin des noms et des étiquettes. « Loin de ta mère, tu veux dire ?» sourit-elle, comprenant une partie de sa motivation. « En partie, » admit-il. « Mais surtout, c'est une opportunité de créer quelque chose ensemble, quelque chose qui ait du sens. »« Ensemble ?» releva-t-elle. « Tu viendrais aussi ? Je partagerai mon temps entre Paris et la Provence. La Fondation a toujours besoin de moi ici, mais je pourrais organiser mon emploi du temps différemment. » Il prit ses mains dans les siennes. « Ce serait notre projet, Élise, quelque chose que nous construirions à deux, en combinant nos talents et nos visions. »« C'est tentant, » reconnut-elle, l'idée faisant progressivement son chemin dans son esprit. « Mais que deviendrait mon travail personnel, ma peinture ? Tu aurais ton propre atelier, bien sûr. Ce serait même l'occasion idéale de développer ton œuvre dans un nouveau cadre, inspiré par de nouveaux paysages, de nouvelles lumières. » Élise réfléchit, pesant le pour et le contre. Quitter Paris, qu'elle aimait tant, ses amis, l'atelier des Tuileries, mais découvrir la Provence, sa lumière légendaire qui avait inspiré tant de peintres, construire un projet novateur, accompagner d'autres artistes dans leur parcours. « Tu n'as pas à répondre maintenant, » ajouta Mathieu devant son silence. « Prends le temps d'y réfléchir. La résidence n'ouvrira pas avant 6 mois. Je vais y penser, promit-elle. Après l'exposition, c'est une proposition qui mérite une réflexion approfondie. » Il l'embrassa doucement. « C'est tout ce que je demande. » Mais cette nuit-là, alors que Mathieu dormait paisiblement à ses côtés, Élise resta éveillée, l'esprit en ébullition. L'idée de ce nouveau départ, de ce projet commun, faisait naître en elle une excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle se leva sans bruit, s'installant sur la petite terrasse. Paris s'étendait devant elle, majestueuse et sereine sous les étoiles. Cette ville qui l'avait accueillie, inspirée, parfois malmenée, mais toujours nourrie artistiquement. Son téléphone vibra. Un message à cette heure tardive ? C'était Charlotte. « Je sais que tu ne dors pas, trop stressée pour ton grand jour. Alors je voulais juste te dire, quoi qu'il arrive demain, tu as déjà réussi. Tu as créé quelque chose de beau, d'authentique. Je suis fière de toi, ma belle. À demain. PS. N'oublie pas de respirer pendant le vernissage. » Élise sourit, touchée par l'attention de son amie. Charlotte avait raison. Quelle que soit la réception de son travail demain, elle avait accompli quelque chose d'important. Elle avait été fidèle à sa vision, à son art, et peut-être était-il temps d'envisager de nouveaux horizons, de nouvelles aventures. Avec Mathieu à ses côtés, tout semblait possible. Le vernissage dépassait les espérances les plus folles d'Élise. La galerie Granger était bondée, un mélange éclectique de critiques d'art, de collectionneurs, d'artistes et d'amateurs éclairés. Les tableaux suscitaient l'intérêt, les conversations animées, parfois même les débats passionnés qu'Élise entendait en passant d'un groupe à l'autre. Vêtue d'une simple robe noire qui la mettait en valeur sans ostentation, elle se sentait étrangement calme, presque détachée, comme si elle observait la scène de l'extérieur. « Tu rayonnes !» lui murmura Mathieu, élégant dans son costume sombre, lui tendant une coupe de champagne. « C'est irréel !» confessa-t-elle. « Toutes ces personnes qui discutent de mon travail comme s'il avait une importance. »« Il en a, » affirma-t-il. « Regarde le critique du Monde là-bas. Il prend des notes depuis 20 minutes devant ton passage Jouffroy. » Laurence Granger s'approcha d'eux, visiblement satisfaite. « C'est un succès, ma chère. 3 tableaux sont déjà réservés, dont un par la Fondation Cartier. » Élise écarquilla les yeux. « La Fondation Cartier ? Vraiment ? Vraiment ?» confirma la galeriste avec un sourire entendu. « Votre série a touché une corde sensible. Ces passages parisiens, à la fois préservés et menacés par la modernité, résonnent avec les préoccupations actuelles sur la préservation du patrimoine urbain. » Martine Moreau, arrivée la veille de Lyon, rejoignit sa fille, resplendissante de fierté.
Je ne comprends peut-être pas tout à l'art contemporain, confia-t-elle à voix basse, mais je sais reconnaître quand quelque chose est spécial, et ton travail l'est, Élise. Merci, maman, murmura Élise, émue. À sa grande surprise, Hélène Devreux fit son entrée, attirant immédiatement l'attention par sa seule présence. Élégante comme toujours dans un tailleur crème, elle s'avança vers Élise et Martine. « Mademoiselle Moreau », salua-t-elle avec une chaleur inhabituelle. « Ou devrais-je dire l'artiste du jour, votre exposition est remarquable. »« Merci, Madame Devreux », répondit Élise, sincèrement touchée par sa venue. Hélène se tourna vers Martine. « Madame Moreau, quel plaisir de vous revoir. Votre fille fait honneur à l'éducation que vous lui avez donnée. » Les deux mères échangèrent quelques mots, une conversation civilisée qui aurait semblé impossible quelques mois plus tôt. Mathieu observait la scène avec un mélange d'amusement et d'incrédulité. « Si on m'avait dit un jour que je verrais ma mère et ta mère discuter paisiblement lors de ton vernissage, chuchota-t-il à l'oreille d'Élise. La vie réserve parfois d'étranges surprises, répondit-elle, serrant sa main. La soirée se poursuivit dans une atmosphère euphorique. Élise fut interviewée par 2 journalistes spécialisés, approchée par plusieurs collectionneurs, félicitée par des artistes qu'elle admirait. Charlotte et Léo circulèrent parmi les invités, recueillant discrètement les commentaires pour les rapporter ensuite à leur ami. Vers la fin du vernissage, alors que la foule commençait à s'éclaircir, Laurence prit Élise à part. « Je ne voulais pas vous en parler avant d'être sûre, dit-elle, mais j'ai une proposition à vous faire. Une galerie new-yorkaise avec laquelle je collabore régulièrement serait intéressée pour présenter votre série l'automne prochain. Ce serait une merveilleuse opportunité d'exposition internationale. » Élise resta sans voix, assimilant cette information inattendue. « New York? Son travail à New York? C'est incroyable, parvint-elle à articuler. « Je ne sais pas quoi dire. » « Dites simplement oui, sourit Laurence. « Nous discuterons des détails plus tard, mais c'est une chance unique de vous faire connaître au-delà de Paris. » Après le départ des derniers invités, Élise se retrouva seule dans la galerie avec Mathieu, Charlotte, Léo et sa mère. Ils trinquèrent une dernière fois, célébrant ce succès incontestable. « À Élise, porta Mathieu, et à tous les passages qui restent à explorer. »« Au passage, reprirent-ils en chœur. Plus tard, de retour à l'appartement de Mathieu, Élise lui raconta la proposition de New York. Il l'écouta attentivement, son visage s'illuminant progressivement. « C'est fantastique, s'exclama-t-il. Une reconnaissance internationale si tôt dans ta carrière? Oui, mais, hésita-t-elle. Mais, New York à l'automne. La résidence en Provence qui ouvre dans 6 mois. Comment concilier les deux? Mathieu réfléchit un instant. La résidence sera toujours là, Élise. Cette opportunité à New York est exceptionnelle et mérite d'être saisie. Tu n'es pas déçu? Pour notre projet commun. Comment pourrais-je être déçu de te voir réussir? Il l'attira contre lui. La résidence n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Ton art, ta carrière, c'est ta priorité. Notre relation aussi est une priorité, affirma-t-elle doucement. Et elle n'est pas menacée par quelques mois à New York, assura-t-il. Je pourrais même venir t'y rejoindre régulièrement. J'ai toujours adoré cette ville. Élise sentit une vague de gratitude l'envahir. Mathieu ne cherchait pas à la retenir, à lui imposer ses choix ou ses projets. Il soutenait son envol, même si cela impliquait des compromis pour leur relation. « J'ai une autre idée, » dit-elle soudain. « Et si la résidence en Provence pouvait accueillir des artistes américains aussi, une sorte d'échange transatlantique ?» Les yeux de Mathieu s'illuminèrent. « C'est brillant. Nous pourrions créer des ponts entre les scènes artistiques françaises et américaines, favoriser les échanges culturels. » Exactement. Et pendant mon séjour à New York, je pourrais déjà commencer à établir des contacts, à explorer les possibilités de collaboration. Ils passèrent une partie de la nuit à échafauder ce nouveau projet, l'enthousiasme grandissant à mesure que les idées prenaient forme. L'art, l'amour, la création, tout semblait s'aligner parfaitement dans ce moment de grâce. Au petit matin, épuisée mais sereine, Élise contemplait Paris qui s'éveillait, sa silhouette se découpant contre la lumière naissante. Cette ville qu'il avait vue douter, souffrir, mais aussi aimer et s'épanouir. Cette ville où elle avait rencontré Mathieu, où tout avait commencé par cette question innocente « Ça va faire mal? Ce sera lent ?» Une question qui avait ouvert un passage entre 2 mondes apparemment incompatibles, mais qui avaient finalement trouvé le moyen de coexister, de s'enrichir mutuellement. Derrière elle, Mathieu dormait paisiblement. Devant elle s'étendait un avenir aux multiples possibilités. New York, la Provence, peut-être d'autres destinations encore inconnues.
Mais quelle que soit la route qu'elle choisirait, elle savait maintenant qu'elle avait la force de la parcourir, sans renoncer à ce qu'elle était, à ses valeurs, à son art. Et c'était peut-être ça, la plus belle victoire de toutes. La lumière de la Provence était exactement comme les peintres l'avaient décrite, dorée, presque palpable, révélant les couleurs avec une intensité qu'Élise n'avait jamais connue à Paris. Assise sur la terrasse de la Bastide, elle esquissait rapidement le paysage qui s'étendait devant elle. Oliviers centenaires, vignes à perte de vue, et au loin, la silhouette majestueuse de la montagne Sainte-Victoire, immortalisée par Cézanne. « Tu as encore changé de style », remarqua une voix derrière elle. Élise se retourna, souriant à Clara, une jeune sculptrice américaine, première résidente du programme d'échange transatlantique qu'elle avait mis en place avec Mathieu. « La Provence change ma palette », expliqua-t-elle. « Ces ocres, ces bleus, c'est comme si je redécouvrais la couleur. C'est loin des passages parisiens », commenta Clara, s'asseyant à côté d'elle. « Mais tout aussi captivant. 1 an s'était écoulé depuis l'exposition à la Galerie Granger, une année de transformation et d'accomplissement. La série des passages avait voyagé à New York comme prévu, remportant un succès critique qui avait ouvert à Élise les portes de plusieurs galeries américaines. Pendant 3 mois, elle avait vécu à Manhattan, absorbant l'énergie frénétique de la ville, visitant les musées, rencontrant d'autres artistes. Mathieu l'avait rejointe régulièrement, combinant affaires et plaisir, tous deux savourant cette parenthèse américaine tout en préparant activement le projet provençal. La résidence des Oliviers avait finalement ouvert ses portes au printemps, une ancienne Bastide rénovée avec goût, préservant son caractère authentique tout en offrant des espaces de travail modernes. 6 ateliers individuels, un atelier collectif, une salle d'exposition, une bibliothèque spécialisée en art, le lieu idéal pour créer, échanger, grandir artistiquement. Élise en assurait la direction artistique, sélectionnant les résidents, organisant les expositions et les ateliers, créant progressivement une véritable communauté. Mathieu s'occupait de l'aspect administratif et financier, partageant son temps entre Paris et la Provence. Leur relation avait trouvé un nouvel équilibre dans cette configuration. L'indépendance qu'Élise avait toujours chérie était préservée, chacun ayant son espace et ses responsabilités, tout en construisant ensemble un projet qui leur tenait à cœur. « Au fait, » reprit Clara, « j'ai reçu un mail de la galerie Chelsea. Ils sont intéressés par mon travail pour une exposition collective en décembre. »« C'est merveilleux !» s'exclama Élise. « Tu vois, je t'avais dit que Sophia remarquerait ton talent. » L'un des aspects les plus gratifiants de son rôle était de voir les artistes qu'elle soutenait trouver leur voie, obtenir la reconnaissance qu'ils méritaient. En un sens, elle leur offrait ce que Mathieu lui avait offert, non pas un simple espace de travail, mais une confiance, un soutien, une validation de leur démarche artistique. Le bruit d'une voiture sur le chemin de gravier annonça l'arrivée de Mathieu, revenant de Paris, où il avait passé la semaine. Élise sentit son cœur s'accélérer, comme toujours lorsqu'il revenait après une absence, même brève. « Je vais vous laisser », sourit Clara avec un clin d'œil complice, comprenant l'impatience d'Élise. Mathieu apparut sur la terrasse, le visage fatigué mais rayonnant dès qu'il aperçut Élise. Ils s'enlacèrent tendrement, savourant ses retrouvailles. « Comment était Paris ?» demanda-t-elle, l'entraînant vers leur appartement privé situé dans une aile de la Bastide. « Pluvieux, bruyant, mais toujours aussi magnifique », répondit-il en déposant sa valise. « Et toujours aussi rempli de réunions interminables. Ta mère va bien ? En pleine forme. Elle envisage de venir passer quelques jours ici le mois prochain, si ça ne te dérange pas. » Les relations entre Élise et Hélène Devreux s'étaient considérablement apaisées avec le temps et la distance. Lors de ses visites occasionnelles à la résidence, Hélène se montrait respectueuse du travail d'Élise, s'intéressant sincèrement aux artistes en résidence, apportant parfois son réseau et son influence pour les aider. « Bien sûr que non », assura Élise. « La dernière chambre d'amis a été rénovée, elle sera parfaite pour elle. » Mathieu sortit un petit paquet de sa valise. « J'ai quelque chose pour toi, de la part de Laurence Granger. » Intriguée, Élise ouvrit l'enveloppe. Elle contenait une invitation pour une rétrospective à la Fondation Louis Vuitton, consacrée aux jeunes artistes français émergents. Son nom figurait parmi les participants. « C'est inattendu », murmura-t-elle, émue. « Pas pour ceux qui connaissent ton travail », affirma Mathieu avec fierté. « Tu as fait tellement de chemin en si peu de temps, Élise. » C'était vrai. En moins de 2 ans, elle était passée du statut d'étudiante anonyme des Beaux-Arts à celui d'artiste reconnue, exposée internationalement, citée dans des revues spécialisées. Mais plus important encore,
Elle avait trouvé sa voie artistique, son langage propre. Après les passages parisiens, elle avait entamé une nouvelle série inspirée par la Provence. Non pas les paysages traditionnels que tant d'autres avaient peints avant elle, mais des fragments de vie rurale contemporaine, où tradition et modernité se côtoyaient, parfois harmonieusement, parfois dans un contraste saisissant. « J'ai aussi une nouvelle », annonça Mathieu, après qu'ils eurent dîné sur la terrasse, sous les étoiles. La Fondation a validé le financement pour l'extension de la résidence. « Vraiment ?» s'enthousiasma Élise. « Quand pouvons-nous commencer les travaux ? » « Dès cet automne. D'ici 1 an, nous aurons 4 ateliers supplémentaires et l'espace d'exposition agrandi. » Ils avaient évoqué cette extension depuis plusieurs mois, devant le succès croissant de la résidence et la demande toujours plus forte d'artistes souhaitant y séjourner. Mais le financement restait à assurer et Mathieu avait dû batailler pour convaincre le conseil d'administration de la Fondation Devereux. « Tu as fait des miracles », le félicita-t-elle. « J'ai simplement montré les résultats de cette première année, les expositions, les ventes, les partenariats que nous avons noués avec des institutions américaines et européennes. » Il sourit. « C'est ton travail qui a fait la différence, Élise. Ta vision. » Elle secouait la tête, toujours mal à l'aise avec les compliments. « C'est notre vision, notre projet commun. » La nuit était douce, parfumée par les lavandes et le romarin. Au loin, les lumières d'Aix-en-Provence scintillaient comme des lucioles. Mathieu sortit une petite boîte de sa poche. « J'ai autre chose pour toi, » dit-il soudain nerveux. « Quelque chose que je voulais t'offrir depuis longtemps, mais j'attendais le bon moment. » Élise regarda la boîte, devinant son contenu, son cœur battant à tout rompre. « Ce n'est pas une demande en mariage, » précisa rapidement Mathieu, voyant son expression. Du moins, pas dans le sens traditionnel. Il ouvrit l'écrin, révélant non pas une bague, mais une clé ancienne, similaire à celle de l'atelier parisien, mais plus petite, plus délicate, attachée à un fin cordon de cuir. « C'est la clé de cette bastide, » expliqua-t-il, « l'original, qui date du XVIIIe siècle. Elle symbolise non pas une possession, mais un partage, un engagement mutuel dans ce que nous construisons ensemble. » Émue, Élise prit la clé, admirant son travail délicat, sentant son poids dans sa paume. « C'est parfait, » murmura-t-elle, « bien mieux qu'une bague. »« Je sais que le mariage n'est pas dans tes projets immédiats, » continua Mathieu, « et je respecte ça. Mais je voulais marquer cette étape de notre vie, cette première année réussie, ce chemin que nous avons parcouru ensemble. Malgré nos différences, » compléta-t-elle avec un sourire, « malgré les obstacles, peut-être même grâce à ces différences, suggéra-t-il. Elles nous ont obligés à communiquer, à nous adapter, à trouver notre propre voie, plutôt que de suivre des chemins tout tracés. » Élise passa le cordon autour de son cou, la clé reposant contre sa peau comme un talisman. « Je t'aime, » dit-elle simplement. « Je t'aime aussi, » répondit-il, l'attirant contre lui. Ils restèrent enlacés sous les étoiles, contemplant ce lieu qui était devenu leur refuge, leur projet, leur avenir commun. Un espace où l'art et l'amour coexistaient harmonieusement, où leur monde autrefois si distinct s'était entrelacé pour créer quelque chose de nouveau, d'unique. Le lendemain matin, Élise se réveilla avant Mathieu. Enfilant une chemise légère, elle sortit silencieusement de leur chambre et se dirigea vers son atelier personnel, situé dans une petite dépendance près du jardin d'herbes aromatiques. Sur son chevalet attendait une toile en cours, un autoportrait qu'elle avait commencé quelques semaines plus tôt, le premier de sa carrière. Elle s'y représentait de dos, regardant par-dessus son épaule, avec en arrière-plan non pas la Provence, mais un passage parisien. À mi-chemin entre son passé et son présent, entre Paris et la Provence, entre la jeune étudiante incertaine et l'artiste affirmée qu'elle était devenue. Prenant ses pinceaux, elle se mit au travail, ajoutant un détail qu'elle venait d'imaginer, la clé ancienne autour de son cou, captant un rayon de lumière brillant comme une promesse. Au loin, les cloches du village sonnèrent 8 heures. Une nouvelle journée commençait à la résidence des Oliviers. Bientôt, les artistes en résidence s'éveilleraient, le lieu s'animerait de conversations, de bruits d'ateliers, d'idées échangées, d'œuvres en gestation. Élise sourit, profondément satisfaite. Ce n'était pas la vie qu'elle aurait imaginée 2 ans plus tôt, quand elle servait des canapés au Plaza Athénée, et qu'un homme élégant lui avait demandé, avec une vulnérabilité touchante, « Ça va faire mal? Ce sera lent ?» Cette question innocente avait ouvert un passage entre 2 mondes, avait fait basculer leurs existences, les entraînant dans un voyage dont elles n'auraient jamais osé rêver. Et ce voyage ne faisait que commencer.